Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nouvelle Vague qui s'annonce exceptionnel. On va recevoir dans quelques secondes Egonon, vidéaste, philosophe que vous apprendrez à connaître et avec qui on va discuter d'un sujet essentiel, la droite. On va parler idéologie, mais pas que. Avant ça, je voulais vous dire merci à tous déjà d'être toujours aussi nombreux devant ces directs. Ça fait vraiment plaisir. Et puis de vous dire merci également puisqu'on a passé 1000 abonnés sur Instagram. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. On est toujours beaucoup, de plus en plus. Donc ça, c'est très plaisant. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite à faire de la pub, faire un petit peu de pub sur cette vidéo que vous connaissez peut-être, mais qu'il faut diffuser au maximum autour de vous, qui est vraiment importante, qui parle de la surdélinquance africaine. Voilà. Donc je vous laisse aller sur la chaîne YouTube de Sunrise. Et puis la regarder si vous l'avez pas encore déjà fait, la partager. C'est un gros boulot et vraiment c'est une vidéo à mon avis essentielle pour comprendre le monde d'aujourd'hui et celui de demain. Donc voilà pour ça. Et pareil, tant qu'on est dans la petite promo, et tant que tout le monde s'installe confortablement devant son écran, n'oubliez pas que Getter est là, ce réseau social alternatif, voilà, où Sunrise a un compte. C'est super important d'être le maximum possible sur ce réseau, puisque la censure est, à mon avis, complètement inéluctable sur les réseaux traditionnels. Et donc, c'est important d'être sur Getter. Voilà pour la petite publicité, la petite introduction. Et on va accueillir tout de suite Egonon. Attention, le voici. Salut Antoine. Salut Nicolas. Donc, écoute, je suis ravi de t'accueillir dans Sunrise, dans Nouvelle Vague. Ça a été une découverte assez extraordinaire que celle de ta chaîne. Vraiment, Merci. c'est rare de rencontrer, de découvrir quelqu'un avec qui on est d'accord à 99,99%. Dans le milieu de droite, on va dire, je pense qu'il y a très peu de personnes avec lesquelles je suis autant d'accord que ça. Je pense uniquement peut-être à Julien Rochdy. Voilà. Et encore, parce que j'ai l'impression que quand j'écoute tes vidéos, j'ai l'impression de m'entendre de manière beaucoup plus philosophique et beaucoup plus intelligente peut-être, mais j'ai l'impression de m'entendre quand même. Juste, je présente rapidement tes réseaux parce que on te retrouve évidemment sur YouTube. Donc sur cette chaîne, tu l'as créée il y a combien de temps cette chaîne? Ça va faire un an exactement. Je crois que c'est le 26 décembre de l'année passée ou le 27. Ok, donc du coup c'est quand même assez récent. Tu as fait un maximum de vidéos quand même en un an. Ouais, je crois qu'il y Euh, en a 27. ah, c'est pas mal, hein. Ouais, en fait, il y en a 24 qui sont vraiment personnels et il y a 3 entretiens. Ok. Ah ouais, d'accord, effectivement. Et la FAQ qui est intéressante aussi, cette FAQ. On va essayer de pas faire trop de redites avec elle, mais il y a beaucoup de choses là dans cette foire aux questions, qui est pas du tout une FAQ de youtubeur classique. C'est vraiment, on va au fond des choses, donc c'est Alors, bien. j'ai essayé d'éviter. De toute façon, on m'a pas posé beaucoup de questions personnelles et des questions trop intimes ou frivoles, j'en ai presque pas eu. Et de toute façon, je n'y aurais pas vraiment répondu. Je ne pense pas que ça intéresse vraiment le public auquel je m'adresse. Donc non, c'était vraiment des questions générales, des questions politiques, philosophiques, de ce genre-là. Ok, bon, écoute, en tout cas, on va apprendre à te découvrir, on va te découvrir comme ça. Je mets aussi également tes réseaux Twitter. Tu es présent sur Twitter, mais très peu actif, hein, clairement. Oui. Instagram et Getter également. Donc ça, c'est un bon réseau. Tu as également un canal Telegram avec pas mal d'abonnés d'ailleurs. Oui, c'est sur Telegram que j'ai le plus d'abonnés en fait. Ouais, c'est pas mal. Bah, après, sur YouTube, t'es quand même à plus de 6000, c'est pas mal du tout. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux présenter ton travail, cette chaîne YouTube, en quelques mots pour donner aux gens l'envie de la parcourir? Alors, en quelques mots, c'est une chaîne de philosophie politique, globalement, philosophie politique bon, qui ne traite pas essentiellement, pas uniquement de choses politiques, ça traite parfois de questions morales ou peut-être esthétiques, mais globalement, c'est une chaîne de philosophie politique dans laquelle je présente des auteurs ou des concepts qui ont été développés par certains penseurs que j'estime extrêmement pertinents, intéressants et qui devraient nous inspirer de nos jours. Donc, soit des penseurs qui sont déjà connus du grand public, mais j'essaie de faire découvrir un aspect un peu moins connu de leur pensée, ou alors des auteurs qui sont
qui sont tombés dans l'oubli bien injustement, à mon sens. Et en fait, j'ai songé à faire cette chaîne YouTube à la suite d'une observation que je faisais. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans le contenu qui est proposé sur YouTube à droite, mais je trouvais qu'il y avait une carence de formation doctrinale, de formation philosophique et politique. Et donc au début, je le regrettais, et puis je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas Il faut je se peux me lancer. lancer. Voilà. Voilà, au lieu Non, bah écoute, d'attendre que quelqu'un le fasse, je me suis dit que j'allais faire le contenu que j'aurais bien aimé voir, en fait. oui, et puis surtout que pour le coup, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit capable de le faire comme tu le fais, puisque je le redis, moi j'ai vraiment été soufflé par la qualité de tes vidéos. Et moi, je regardais tes vidéos pour la première fois, je crois que c'était en faisant du sport ou du repassage, je sais plus, et j'étais là à me dire, mais et au milieu de ma série d'abdos, je me disais, mais c'est exactement ce que j'étais quasiment à parler à voix haute, comme dire, mais c'est exactement ce que je pense. Bref, c'est de la qualité, vraiment, de la qualité sur le fond, sur la forme aussi. Tout est vraiment audible pour n'importe qui, avec un minimum quand même de bagage intellectuel, bien entendu, mais avec beaucoup de bonne volonté, on rentre là-dedans. Et surtout, vu que tu as fait plein de vidéos, eh ben, on peut commencer par une vidéo qui nous plaît, Mhm. un sujet qui nous plaît plus que l'autre. Donc, je vous encourage vraiment, vraiment à, bah, à vous abonner à la chaîne d'Antoine, hein, Egonon, et puis tout simplement de commencer à visionner des vidéos et de les partager si elles vous plaisent, hein, tout comme vous pouvez le faire avec Sunrise, bien sûr. Oui, Mais tout à fait. D'ailleurs, en fait, ma chaîne, on va en parler plus en détail dans cette vidéo, a évidemment un axe principal qui est la lutte contre l'égalitarisme. Ça, on va en parler largement dans cette vidéo. Donc, il y a des vidéos qui sont explicitement consacrées à ce thème, comme celle consacrée à Nicolas Berdyaev et la oui, philosophie de l'inégalité. Je suis d'ailleurs assez content que ce soit la vidéo qui ait le plus de vues, parce que c'est assez ouais, surprenant. je l'ai regardé celle-là et elle est pas mal du tout, effectivement. Mhm. Bah, donc, je suis content que ce soit celle-là qui ait remporté le plus de vues. Et sinon, il y a aussi celle sur Renaud Camus et le remplacisme global, qui, à mon sens, est un prolongement de cette critique de l'égalitarisme, le remplacisme global étant le dernier avatar de cette pensée égalitaire. Mais sinon, il y a aussi des vidéos qui traitent un contenu plus moral, on va dire, c'est-à-dire, par exemple, la défense de Georges Valois des valeurs héroïques contre les valeurs bourgeoises, la Ok. vidéo sur Julius Evola, orientation pour la jeunesse de droite, sur Solzhenitsyn aussi, le Ouais. refus du mensonge. Il y a des vidéos sur la critique du libéralisme avec Donoso Cortés, ou encore des vidéos consacrées au réalisme politique avec Nicolas Machiavel, Carl Schmitt ou Joseph de Maistre et la défense des préjugés. Donc voilà, il y Ah, a ouais. Non, mais plusieurs thèmes qui sont écoutez, abordés. c'est super intéressant. Il faut absolument que vous parcouriez cette chaîne. Voilà, c'est effectivement quelque chose on manque à droite de structuration idéologique, tout simplement. Moi, c'est quelque chose que je m'efforce de faire à mon modeste niveau, mais j'ai pas du tout les capacités intellectuelles, philosophiques et d'analyse d'Antoine Dégonone. Mais par contre, je sais qu'on partage ce même but, et moi, je le fais un peu à ma manière, et avec, je pense, des avantages que tu n'as pas forcément. Toi, c'est beaucoup plus intellectuel, et moi, c'est plus brut de décoffrage, et donc ça parle peut-être plus à d'autres gens. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment une super chaîne à découvrir. Donc, eh bien, écoute, je te propose qu'on passe un peu au vif du sujet, puisque on est tous les deux évidemment de droite et tous les deux on se réclame de la droite, on s'affirme de droite. C'est quelque chose pour lequel normalement dans nos milieux on a quand même un petit peu de mal. Et pour lancer ce gros sujet, hein, pourquoi il faut s'affirmer de droite, eh bien, on va introduire nos propos respectifs et complémentaires avec la diffusion d'une vidéo. Il s'agit d'un entretien accordé par Jean Raspail à l'Institut Iliade. C'était en 2016 à l'occasion d'un colloque, du colloque annuel de l'Institut Iliade consacré au grand remplacement. Dans cet entretien, eh bien, Jean Raspail, qui est désormais décédé, paix à son âme, bien sûr, qui parle d'une phrase de Jean Cau sur la droite. Donc, on va écouter tout de suite Jean Raspail. Tiens, j'aimerais bien saluer Jean Cau aussi. Celui-là nous manque, hein, je vous signale.
Et Janco avait dit une chose, je le voyais souvent. À 2 jours près, nous avons le même âge. Enfin, lui est mort. Il a dit, on n'y arrivera jamais. Il était très pessimiste, encore plus que moi. C'est pas peu dire. Hein. On n'y arrivera jamais parce que la droite, la vraie droite, n'est pas disciple. Donc voilà les mots de Jean Raspail. La vraie droite n'est pas disciple. Déjà, en 2 secondes, Antoine, est-ce que ça te paraît juste comme constat, ce constat de Jean Co partagé par Jean Raspail? Ça me semble tristement réaliste, en effet. La droite n'est pas disciple, tout simplement parce qu'il est honteux d'être de droite. En tout cas, il a été pendant très longtemps honteux d'être de droite. Ça commence peut-être à l'être un peu moins de nos jours. En tout cas, on peut l'espérer. En tout cas, il faut s'efforcer d'œuvrer dans ce sens, je crois. Mais oui, je partage assez largement ce constat. Ouais. Bon, et ce qui est intéressant, j'ai relevé aussi, toujours pour introduire un peu ce sujet de la droite, où je suis évidemment d'accord avec Jean Raspail. Hein, bien sûr, la vraie droite, les vraies idées de droite ne sont pas disciples parce qu'elles sont totalement politiquement incorrectes. Et justement, dans cette émission, on va essayer de vous remettre les idées à l'endroit et de vous parler de cette droite. Autre chose, alors c'est un tweet en anglais d'un républicain qui parle alors attendez, je vais essayer de vous l'agrandir. On est en direct. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à ceux qui nous regarderont en rediffusion qu'un chapitrage est disponible en description et en commentaire épinglé de cette vidéo pour aller au sujet qui vous intéresse le plus. Qui parle, un tweetos américain, anglo-saxon, qui parle de la stratégie la plus populaire à droite comme étant celle de la fuite, de l'échappement. C'est-à-dire partir des villes plutôt que de lutter contre l'idéologie gauchiste, quoi. Et c'est vrai que cette analyse me paraît pas fausse. Il y a et il y a toujours une volonté de fuite qui est pas forcément déshonorante, hein, bien entendu, loin de moi cette idée-là, mais de se dire on va quitter la ville, on va quitter alors que la ville est évidemment l'un des centres de décision actuels et que le combat doit être mené. Autre tweet que je voulais mettre aujourd'hui un tweet d'aujourd'hui de Julien Rochdy. Après que Laurent Wauquiez ait décidé de annoncer suspendre le financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Sciences Po Grenoble. Je ne sais pas s'il ira jusqu'au bout, mais l'annonce est, j'avoue, assez belle. On est en campagne électorale. Après, donc, je la fais très rapidement, mais Sciences Po Grenoble qui a viré un professeur accusé de ne pas être totalement à gauche. Et Julien Rochdy qui réagit à cette annonce de Laurent Wauquiez. Il se passe quelque chose dans ce pays. La droite n'a presque plus peur de la gauche, une première depuis un demi-siècle. C'est le réveil de la droite, selon toi, Antoine? Le réveil n'est pas encore effectué, mais en tout cas, il y a des prémices de ce réveil, je pense. C'est justement ce qu'on disait avec Jean Raspail. Je crois que les idées de droite commencent à être discibles et il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer et profiter de cette occasion. Exactement, et c'est tout à fait l'objet de cette émission, où on va donc revenir sur pourquoi il faut s'affirmer de droite, mais avant toute chose, évidemment, il faut s'attacher à la définition de qu'est-ce que la droite et la gauche, et c'est en fait l'un des points centraux du débat actuellement, c'est-à-dire que on n'a jamais la bonne définition de droite ou gauche, tout fluctue un peu selon les personnes, et nous, on va vous fournir la définition qui fera référence, je l'espère, enfin, de la droite et donc forcément de la gauche. D'abord, pour commencer cette partie-là, Antoine, tu dis, souvent, en tout cas c'est le cas dans les années précédentes, mais ça l'est toujours, je pense, on dit oui, je suis pas de gauche, je suis pas de droite. Finalement, ces catégories-là, elles ont plus trop d'intérêt, de pertinence. Est-ce que tu es d'accord avec ce discours? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce discours, même si je dois reconnaître que pendant un moment, au sortir de l'adolescence, j'ai été séduit par cette idée et j'ai quand même de la sympathie pour les gens qui disent ça, sympathie et agacement à la fois. Pourquoi sympathie? Eh bien, parce que je pense que ça part d'une bonne intention, en tout cas en partie, qui est de vouloir échapper aux catégories idéologiques trop figées, de refuser quelque chose qui semble binaire et manichéen. Et il y a par ailleurs des penseurs tout à fait respectables et tout à fait passionnants qui ont essayé d'adopter cette posture. Je pense notamment à José Ortega y Gasset. J'ai fait une vidéo sur son livre majeur, La révolte des masses, récemment. Et dans la préface à ce livre, il dit d'ailleurs, je cite à peu près, hein, je n'ai plus la citation exacte en tête, mais il dit « Être de gauche ou de droite ne sont que deux des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile. Être de gauche ou de droite sont tous deux des formes d'hémiplégie intellectuelle. »
l'expression est évidemment très, très, très belle, elle est très, très bien choisie. On a envie de. C'était en quelle période à peu près ça? Ça doit être, c'est dans les fins des années 20, je crois, fin des années 20 au début 30. Il faut revoir la date exacte de la parution, parce que c'est dans la préface à la Révolte des masses, donc ça a été écrit, la préface française, je crois, donc ça a été écrit quelques années après Ok. la parution du livre en espagnol. Mais donc oui, l'expression est assez belle. Néanmoins, par expérience, je dois quand même reconnaître quelque chose, c'est que je n'ai jamais rencontré que des hommes de droite qui refusaient de se dire, enfin, qui disaient, Bah, je suis évidemment. ni de gauche ni de droite. Personnellement, je n'ai jamais rencontré d'hommes de gauche refusant l'étiquette de gauche. Donc, je Bien crois que sûr. c'est une illusion ou un désir de combler en fait, cette fracture dans la société qui est inhérent à l'homme de droite. Et justement, d'ailleurs, une des caractéristiques de l'homme de droite, on en reviendra peut-être, on reviendra sûrement là-dessus plus tard, c'est la méfiance vis-à-vis des constructions idéologiques abstraites qui s'imposent au Mmh. réel. Et donc, l'homme de droite a tendance à vouloir se dire, mais non, je ne suis pas de droite, je suis simplement réaliste, je ne veux pas Ouais. de cette catégorie politique. Donc, à cet égard, j'ai quand même de la sympathie pour cette phrase ni de gauche ni de droite, même si je pense qu'elle est fausse. Et je pense qu'elle est fausse tout simplement parce que la gauche s'affirme comme étant de gauche. Et c'est comme dans la dialectique de l'ami-ennemi présentée par Carl Schmitt ou par Julien Freud. Si quelqu'un vous désigne comme son ennemi, de facto, vous avez un ennemi, même si vous n'en voulez pas. Donc à partir du moment où la gauche s'affirme comme étant de gauche et rejette la droite ou rejette ce qu'elle identifie comme la droite, eh bien forcément, nous sommes de droite. Nous ne pouvons Et pas échapper à ce clivage. bah, Donc voilà pire ce que que je veux dire. ça, je me permets, mais en plus, même si on pense à parfois, peut-être même à juste titre, à être un peu entre les deux sur certains points, etc., ça n'empêche que non seulement la gauche se définit comme la gauche, mais elle vous définit comme de droite si vous avez la mauvaise pensée. Je prends l'exemple de Florent Philippot, qui globalement est quand même socialement de gauche, enfin sur plein de sujets, et qui, à mon avis, est plus de gauche que de droite, mais on en reviendra dessus. Mais il est cassé comme d'extrême droite par les gens de gauche. Même remarque encore pire et encore plus, comment dire ça, limpide sur Natacha Polony. Natacha Polony, qui est une pure femme de gauche, hein, à l'ancienne, voilà, mais qui, vu qu'elle se rend compte que l'immigration n'est pas exactement une chance pour la France, elle a quelques positions légèrement critiques sur l'immigration. Ça suffit immédiatement à la placer dans le camp de l'extrême droite pour les gens de gauche. Je prends cet exemple que j'avais pris ici dans une conférence à Polémia donnée récemment. Renaud Muselier, l'un des classiques, les Républicains, a accusé son parti de déraper vers l'extrême droite lors de leur primaire. En gros, vous êtes désigné comme d'extrême droite, même si vous dites que vous n'êtes ni de gauche ni de droite. Natacha Polony pouvait le dire, Florian Philippot peut le dire. En réalité, non. Si vous tenez certaines positions sur certains sujets, quelles que soient les autres positions, même si de bon droit vous considérez 50% de gauche, 50% de droite, en fait, vous êtes de droite, quoi, tout simplement. Tout à fait. Mais je pense que pour ça, il y a deux explications à ce phénomène. Tout d'abord, parce que c'est la gauche qui détient le monopole de la désignation de l'ennemi aujourd'hui. Donc, Ouais. c'est elle qui décide, tout simplement. Si vous Bah, êtes c'est elle de qui a le gauche, pouvoir. Hein. tout à fait, c'est elle qui a le pouvoir et c'est une des prérogatives du politique ou de l'instance qui détient le politique, c'est de désigner l'ennemi. Et la seconde chose, mais on reviendra là-dessus plus tard également, c'est cette distinction entre deux gauches selon les principes et à gauche ou à droite sur le spectre politique d'une époque donnée, dans certaines circonstances. Je Alors, reprendrai ces exemples de Natacha Polony et de Florian Philippot qui me paraissent assez bons. bon, en tout cas, c'est juste pour commencer en disant que souvent, les gens qui se disent ni de gauche ni de droite, c'est soit par peur, je sais pas, volonté Par inconsciente de se répulsion, détacher par de droite, répulsion, ouais, c'est ça, ouais. et pour échapper à l'accusation infamante d'être de droite, qui est aujourd'hui vue comme encore, hein, quoi qu'en disent certains, qui est encore vue comme un peu la marque du diable. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a placé ça et qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que la droite et la gauche sont des catégories opérantes à la fois pour analyser la politique actuelle, mais et surtout pour analyser deux types d'idéologies bien précises, on va s'atteler à la définition. Donc, je vais te demander, selon toi, alors je mets droite et gauche, quelle définition? Droite et gauche en même temps, puisque en réalité,
On ne peut pas définir l'un sans définir l'autre. Exactement. Et donc, du coup, quelle est ta définition de la gauche ou de la droite, comme tu veux, en commençant? Tu peux faire les deux à la suite, comme tu le sens. Ben, le plus simplement du monde, je dirais que la droite et la gauche se distinguent, se différencient selon leur rapport à l'égalité, à la notion d'égalité. La gauche estime que les inégalités ne sont pas naturelles et qu'elles devraient disparaître ou être corrigées. En fait, c'est un fait accidentelle au sens vraiment philosophique du terme, comme dirait Aristote, ce n'est pas une qualification essentielle, donc elle devrait disparaître, car toute inégalité est par essence une injustice. L'égalité est une valeur bonne en soi, de façon absolue, alors que pour la droite, au contraire, l'inégalité est un fait de nature qui non seulement n'est pas injuste, mais en fait est une donnée essentielle de toute société et contribue à la justice du monde. Et, alors, il y a une certaine asymétrie, évidemment, quand on définit la gauche et la droite ainsi, puisqu'on dirait que la gauche est pour l'égalité et la droite pour l'inégalité, ce qui n'est pas très heureux, parce que inégalité a cette connotation négative de non-égalité. Alors, si on cherche un terme plus positif, on dirait que la droite est du côté de la hiérarchie ou de l'ordre. Alors, non pas l'ordre, parce que, évidemment, ces notions ont été pas forcément dévoyées, mais en tout cas diabolisées. On se dit l'ordre, c'est simplement les rues propres et on oblige les gens à se taire, quoi. En soi, c'est pas toujours mauvais. Mais il y a une définition beaucoup plus haute de l'ordre qui est par exemple une conception organiciste de la société. Donc, à l'image d'un corps humain, la main n'est pas égale au pied, n'est pas égale à la tête. Tous ces membres ont des fonctions différentes, mais si justement elles avaient des fonctions égales, le corps ne pourrait plus fonctionner. Alors que dans la conception de la société de gauche, la société est plutôt vue comme un tout mécanique, c'est-à-dire comme un assemblage de parties égales qui, au fond, sont interchangeables. Non, ça me paraît une très bonne définition. Alors là encore, c'est une chose pour laquelle j'ai eu un plaisir immense à te découvrir, c'est qu'effectivement, tu mets au centre du combat idéologique la notion d'égalité. Et voilà, et ça c'est un truc que je ne retrouve, je le redis nulle part ailleurs, chez Rochdy, bien entendu, mais ailleurs, non. Voilà, alors c'est quand même incroyable. Alors, on n'est pas les premiers à parler de ça, évidemment. Il y a d'autres auteurs dans le passé qui l'ont fait, et tu en as présenté quelques-uns sur ta chaîne, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que parmi les penseurs modernes de la droite, je ne vois pas cette préoccupation au premier plan. Donc, je suis d'accord avec. Je dirais chez Renaud Camus. Chez Renaud Camus. Ok. Renaud Camus, vraiment, dans ses livres, est vraiment un élitiste au sens positif du terme. On sent que son combat idéologique est contre l'égalitarisme. Et que c'est l'égalitarisme, pas uniquement sur le plan politique, mais également dans la langue, dans la culture, etc., qui occupe le plus clair de ses critiques, en fait. Non, je suis d'accord avec toi, mais en tout cas, effectivement, l'égalité, c'est sans doute ce qui définit la lutte pour l'égalité et pour réparer, entre guillemets, les inégalités. C'est clairement ce qui définit la gauche. Tandis qu'à droite, tu l'as très bien dit, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on est plutôt sur reconnaître le tragique, déjà reconnaître que, comme disait Raymond Aron, cité par notre ami Éric Zemmour, l'histoire est tragique, et je pense que c'est vraiment une distinction gigantesque entre la droite et la gauche, c'est-à-dire que la gauche croit vraiment que le monde parfait est possible sur Terre et on peut y arriver politiquement et qu'on est capable de réparer les inégalités. Alors que la droite, elle sait que l'inégalité fait partie de la nature, que évidemment, il faut essayer de limiter, bien entendu, les choses. Une civilisation, c'est réparer des injustices, hein, bien entendu. La vie en société, c'est ça, on n'est plus à l'état de nature. Mais elle sait que tout n'est pas compressible. Voilà, toutes les inégalités ne sont pas compressibles. Et surtout, pour moi, il y a aussi quelque chose, c'est que la droite, c'est vraiment, la gauche, c'est un esprit qui est aussi celui, quand on parle de réparer les inégalités, qui est aussi celui du ressentiment. Alors là, on s'éloigne un peu on est vraiment dans une définition partisane, mais qui est pourtant tout à fait liée à la gauche. Je pense que tu es d'accord. La gauche, c'est historiquement, mais vraiment, on va le voir, on va parler d'historique, mais c'est les pulsions de ressentiment, donc très nietzschéennes, contre la grandeur, l'ordre, qui sont pour le coup des valeurs de droite. Oui, d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je voudrais ajouter quelque chose.
la reconnaissance de l'inégalité par la droite n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas comme si c'était uniquement, bon, c'est un pis-aller, on ne peut pas faire autrement. C'est aussi la conscience que la justice, je ne sais pas si tu m'entends encore, c'est la conscience que la justice passe par la reconnaissance d'une hiérarchie des fonctions. La justice telle qu'elle a été définie par les Romains, par exemple, sum cuique tribuere, donc rendre à chacun son dû. Attends, pardon, j'ai perdu, je t'ai perdu, C'est Nicolas. bon, je suis là. J'ai eu un petit bug, on est en direct, c'est normal. Tu m'entends, c'est bon? Allô, allô? Alors, on est en direct. Antoine, est-ce que tu m'entends ou pas? Et surtout, est-ce que vous m'entendez? On est en direct, c'est normal, pas de souci. Est-ce que vous m'entendez ou pas? J'ai l'impression qu'il y a eu un petit bug. Voilà, je t'ai perdu, je ne sais pas si ça venait de moi ou de toi. C'est bon, tu m'entends là, c'est bon? Moi, je t'entends bien, hein. Ok, nickel. Ok, on est en direct, on reprend. Désolé pour ce bug. Désolé pour ce bug. On reprend. Donc tu étais en pleine citation latine. Vas-y, je te laisse la reprendre. Donc, je disais que voilà, pour la pensée traditionnelle, la pensée de droite, l'inégalité est même la base de la justice. C'est parce que la justice consiste à rendre à chacun son dû et non pas à donner à chacun une part égale, sans égard au mérite. Et, euh, et donc, contrairement à cette vision commune qui a été maintenant propagée par les pensées de gauche, l'égalité n'est pas la base de l'amour. C'est tout à fait l'inverse. L'amour, quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il a de fondamentalement différent des autres. Traiter quelqu'un qu'on aime de façon égale avec quelqu'un qu'on n'aime pas n'est pas une preuve de respect. C'est au contraire une preuve d'indifférence. L'amour, c'est la plus grande des discriminations. On choisit quelqu'un parce qu'il nous paraît meilleur que les autres. Donc c'est typiquement de la discrimination. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, au fond, la langue porte encore des traces de ça. Quand on dit de quelque chose que ça m'est égal, ça veut dire ça m'est indifférent. Ouais, Et c'est vrai. c'est le cas en allemand, on dit das ist mir egal, on dit ça en russe aussi, mir все равно. Donc, l'égalité, au départ, va vraiment dire, signifie cette forme d'indifférence, de non-distinction. Ok, non, non, mais c'est intéressant. Donc, en gros, pour reprendre la définition, on a donc la gauche qui lutte pour l'égalité, on va dire ça, voilà, tandis que la droite défend plutôt l'ordre, la hiérarchie, la différence, l'excellence même, qui est une inégalité, hein. Il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres et on veut promouvoir cette excellence. Alors, le ressentiment, on l'a vu, c'est une pulsion qui n'est pas forcément comprise dans la définition, on va dire, positive de la gauche, puisque évidemment, le ressentiment, personne n'a envie d'être catégorisé comme ça, mais c'est une réalité objective, c'est-à-dire que de tout temps, le discours de gauche, avant même qu'il soit, on va y revenir, hein, historiquement défini comme de gauche, eh bien, en fait, il était déjà celui du ressentiment, c'est-à-dire, pour faire très simple, celui de quelqu'un qui se sent lésé par rapport à un autre. C'est le fameux discours dominé-dominant. Voilà, ça c'est une vision de gauche classique. C'est la personne qui est au-dessus de moi, finalement, elle l'a volé, quoi. C'est un petit peu ça le truc. Et d'ailleurs, tiens, je vais te mettre une vidéo on va parler de ça. J'avais prévu plus tard, mais on va la regarder maintenant. Puisqu'il s'agit d'un candidat à la présidentielle, Poutou, notre ami Poutou, qui était ce matin interrogé chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC, BFM RMC, et qui a parlé, à qui Jean-Jacques Bourdin parlait des milliardaires. Alors, on va voir que le propos par les milliardaires, mais il est plus large, et sur les milliardaires, on pourrait presque être d'accord. Bref, je laisse la parole à notre ami Philippe Poutou, qui va nous parler des milliardaires. C'est scandaleux que les milliardaires, par leur travail, leur investissement... On n'a pas 12 milliards par son travail, c'est pas possible. S'enrichissent. Arnaud, il a pas 150 milliards parce qu'il travaille. C'est pas possible. Ou alors, il fait un super diplôme et on sait pas ce qu'il a fait comme formation pour mériter ça. Ça, c'est pas crédible du tout. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins. C'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse, c'est du vol. Les milliardaires, c'est du vol. Oui, la richesse, à ce niveau-là, c'est du vol. Non, mais il faut bien comprendre que la pauvreté, c'est parce qu'il y a du pillage, c'est parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres. Alors, c'est pas une fatalité. Il n'y a pas des pauvres parce qu'on peut pas faire autrement. C'est parce qu'il y a un système qui fabrique ça. Donc voilà pour les propos de Poutou. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est exactement ce que tu as dit. Philippe Poutou dit s'il y a des pauvres, c'est parce qu'il y a un système qui crée des pauvres. Donc encore une fois, les inégalités, pour le coup, économiques, ne sont que le produit d'un système pervers
qui, s'il était différent, en fait, n'admettrait pas la moindre inégalité. Or, en fait, c'est l'inverse. Ce n'est pas la société qui crée l'inégalité, c'est parce que les êtres sont inégaux et parce qu'il y a des fonctions différentes qu'il y a société. Il y a une inversion de la cause et de l'effet, en fait. Oui, alors après, effectivement, sur le cas des milliardaires précisément, oui. Bon, ça se discute bien entendu. Il peut évidemment y avoir des dysfonctionnements dans une société, il peut y avoir évidemment des voleurs, des gens qui s'enrichissent sur le dos des autres, mais disons que Philippe Couteau a terminé la vidéo par un principe général qui est s'il y a des pauvres, c'est parce que la société crée cet état de fait. Exactement. Or, et en fait, c'est là qu'est le noyau de cette, ce que certains appellent aussi parfois le marxisme culturel, hein, c'est-à-dire la façon de penser en dominant-dominé pour toutes les questions. Et en fait, c'est pour ça que je parlais du ressentiment, parce que pour atteindre l'égalité, ils sont dans le ressentiment, ils se servent de ce schéma-là pour analyser le réel. C'est le schéma dominant-dominé qui est ultra classique, hein, qu'on connaît tous. En gros, si on va prendre l'exemple, si les descendants africains sont discriminés à l'embauche, par exemple, c'est la faute des méchants blancs, quoi. Et c'est pas la faute du fait qu'il y aurait des inégalités en partie naturelles qui ne permettraient pas à ces personnes d'avoir les mêmes niveaux de compétences éducatives, etc., que les autochtones. Voilà, c'est le postulat de base, hein, de la gauche. Et c'est par exemple si on reste entre autochtones européens, c'est effectivement si les gens sont pauvres, si les employés sont pauvres, c'est parce que le patron vole leur je sais plus quel est le terme technique, mais leur part de travail et leur productivité. La plus-value. Bon, vole leur plus-value, etc., leur force de travail, etc. Et pas parce que les patrons sont plus malins que les employés et ont réussi à fédérer des gens d'une manière que n'aurait pas pu mettre en œuvre ces employés-là, etc. Bref, on est sur vraiment une pulsion du ressentiment qui me paraît très clair. Et j'ai eu ce débat, je voulais en parler sur Twitter récemment. Alors je vais mettre ici le tweet. Je répondais à un tweetos qui parlait qui moquait le fait qu'une publication montrait que les milliardaires n'étaient pas des self-made men, mais plutôt des gens qui avaient bénéficié d'un investissement de leur famille. Et donc lui, il répondait, incroyable, en général, les gens talentueux ont des ancêtres talentueux. Bon, voilà. Et je répondais, l'héritage et la continuité familiale permettent de lancer de plus en plus de grands projets complexes au fur et à mesure que le capital financier, social et génétique s'accumule à travers les générations. Notre civilisation est si grande en partie grâce à cela. Et en fait, la réalité, c'est que, et ça c'est quelque chose que les gens de gauche ne peuvent pas concevoir non plus, parce qu'on est là dans l'héritage, alors que pour eux, l'héritage est un gros mot, hein, clairement. Mais en gros, une société complexe, elle repose en partie sur cet héritage. C'est-à-dire que allez, je prends un exemple, et je te ferai réagir là-dessus, je suis un peu long, mais c'est vraiment pour comprendre la perversité et la bêtise de la gauche sur ces questions-là. C'est qu'en gros, avant d'arriver à peindre le plafond de la chapelle Sixtine, il a fallu des générations et des générations de peintres qui perfectionnent des instruments, des techniques, des générations de maçons qui perfectionnent aussi des techniques pour ériger des monuments, pour des voûtes, etc. Bon, bref, tout ça, c'est pas possible qu'un Homo sapiens ou un Européen autochtone d'il y a 3000 ans se mette à construire un plafond et le peindre. Il faut une somme de petites choses, d'héritage en fait, qui se cumulent et qui permettent la grandeur. Bon, je ne sais pas si c'est clair ou pas ce que je dis. Si, bien sûr, c'est très clair. C'est vraiment l'idée que plus une société se développe, plus elle devient perfectionnée. Et plus elle devient perfectionnée, plus évidemment l'inégalité s'accroît. Et elle s'accroît notamment à travers l'héritage que certaines personnes transmettent à leurs enfants. Et c'est une bonne chose que c'est cet héritage qui fait fructifier la richesse d'une société ou d'une civilisation. Tu as pris l'exemple de peinture. On peut prendre également l'exemple de la musique. Par exemple, Jean-Sébastien Bach est né dans une famille de musiciens très talentueux, le père, la sœur, etc. Et lui, Jean-Sébastien, avait du génie, mais il est le fruit final de toute une lignée de musiciens et de compositeurs, enfin surtout de musiciens et de virtuoses.
Euh, Non, mais et attends, je t'arrête juste, mais c'est dingue oui, parce que la gauche, là, elle verrait un truc horrible en disant oui, mais ça veut dire que lui, il a une chance que n'ont pas eu d'autres. Et là, le mec de droite dira oui, il a eu une chance que n'ont pas eu d'autres, et tant mieux parce que la grandeur naît de cette chance-là. Donc on s'en fout qu'il ait eu plus de chance, c'est pas grave. Toi comme moi, on n'est pas multimillionnaire par notre famille. Enfin, j'en sais rien pour toi, mais en tout cas, moi, c'est pas le cas. et doucement. Donc, et je veux dire, on sait on est conscient que l'histoire est tragique, on est conscient qu'il y a des inégalités et on s'en fout tant que ça permet de faire grandir la société. Bien sûr. Et puis, cela ne veut pas dire que Jean-Sébastien Bach n'a pas de mérite. Il aurait pu très bien renier cet héritage et ne rien en faire. Or, quand on regarde sa vie, au contraire, pendant 20 ans, il a recopié les partitions de tous ses prédécesseurs musiciens pour se former à l'art de l'écriture, de la métrique, etc. Bon, tout le monde n'en aurait pas été capable. Simplement, et c'est là tout le drame et tout le tragique de la société aussi, c'est que une civilisation, une société met vraiment des générations et des générations à développer l'excellence, à développer le bon goût, à développer le raffinement. Ça ne naît pas tout seul, évidemment. Donc, il y a vraiment un long effort de sélection. Je ne parle pas uniquement de sélection naturelle, c'est vraiment une sélection par l'héritage, par le raffinement. Et malheureusement, il suffit parfois qu'une génération fasse n'importe quoi pour jeter tout au feu et jeter tout par la fenêtre et qu'on perde le capital accumulé des siècles. C'est la phrase de Charles Maurras, le bois du bûcher est plus prompt à brûler qu'elle n'avait été à mûrir. Et on le voit avec ce qui s'est passé au XXe siècle, notamment avec la génération de mai 68, où on a vu toute une génération jetés par la fenêtre tout ce qu'on leur avait enseigné. Et bon, les résultats sont catastrophiques, évidemment, dans l'école contemporaine. Mais en tout cas, il y a vraiment cette notion toujours de dominant-dominé et de ressentiment et en gros, d'égalité pure et parfaite qui serait à la base et qu'on devrait absolument retrouver. Tant pis pour la civilisation qu'on balaye au passage. Donc, c'est vraiment, vraiment comprendre à tous ceux qui nous écoutent que le point central, le pivot central idéologique de l'opposition gauche-droite, c'est vraiment cette recherche de l'égalité et qui amène finalement à une négation du réel, puisque comme on l'a dit, l'homme de droite accepte l'inégalité et l'injustice parfois, même s'il essaye bien entendu de la résorber au maximum. Hein, c'est pas le but, c'est pas d'être un salaud. Mais on arrive quand même à un refus du réel à gauche. On veut vivre dans son monde idéal, dans son utopie sur Terre, aujourd'hui, maintenant. C'est le communisme. Hein. Le communisme veut faire la société égalitaire sur Terre. C'est un messianisme politique qui dit, voilà, le monde parfait existe et on va le créer avec le communisme. Ce qui, en pratique, bon, c'est un échec cuisant, quoi. On va pas se mentir. Hein. Ça fait des millions de morts, ça fait des vies gâchées, ça fait l'un des totalitarismes, le totalitarisme le plus mortel de l'histoire. Enfin, c'est dingue, quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, je voudrais rebondir parce que il y a probablement des gens qui se posent la question en nous écoutant. Nous avons sorti la définition de la gauche et la droite qui se définissent par rapport aux critères d'égalité, mais peut-être que certaines personnes nous écoutent et ne sont pas d'accord avec ce critère. Ils pensent à d'autres, notamment au critère du progrès, de la réaction, progrès pour la religion, contre la religion. Parce qu'après tout, ce sont des critères qui viennent très naturellement à l'esprit ou, je sais pas, révolutionnaires, conservateurs, ce genre de choses. Euh, et en effet, moi, pendant très longtemps, je me suis posé ces questions, comme tout le monde. Je me disais, mais quel est le critère qui définit ces deux notions? Ce qui revient le plus souvent, c'est cette idée progressiste réactionnaire. Ouais. Or, on voit que ça a évolué. Ne prenons que la gauche. Karl Marx, par exemple, à son temps, se réjouissait de l'industrialisation forcée de l'Inde par les colons anglais. Et la gauche contemporaine, à l'inverse, célèbre le tiers-monde, dit qu'il faudrait bien plutôt s'inspirer de, je ne sais pas moi, l'Inde primordiale ou de l'Afrique ou ce genre de choses, de ces civilisations que Karl Marx, lui, aurait qualifiées d'archaïques et de primitives. Alors, d'un point de vue très superficiel, on pourrait dire, ben voilà, c'est la preuve que le clivage gauche-droite n'a aucune pertinence. Vous voyez que la gauche disait cela au 19e siècle et maintenant elle dit tout à fait l'inverse. Alors oui, on pourrait penser ça, ou alors simplement regardons, mais quel était le but de Karl Marx dans la façon qu'il avait de se réjouir de l'industrialisation, de la modernisation de l'Inde? C'est tout simplement que pour lui, le progrès technique allait conduire à une société égalitaire, communiste. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée sur Armin Mohler, j'ai reproduit une citation de Karl Marx, justement, qui vient
de l'idéologie allemande, qui est un texte qu'il avait écrit en collaboration avec Friedrich Engels, et dans lequel il dit, mais voilà, pour le moment, nous sommes soumis à la division du travail, à la spécialisation, mais une fois que nous serons dans la société communiste, je pourrais être pêcheur le matin, paysan l'après-midi et poète le soir. Finalement, on pourra être tout à la fois, car la société communiste régulera tout d'elle-même. Or, je pense que simplement la gauche a compris au XXe siècle, peut-être sans en avoir vraiment conscience, mais intuitivement, elle a compris que, au contraire, le développement de la technique, loin de favoriser l'égalité, allait favoriser l'inégalité. Le développement technique et donc l'exigence de productivité a besoin d'une efficacité et l'efficacité a besoin d'un principe hiérarchique. Et donc, voyant cela, elle fait marche arrière en se disant, en fait, non, il faut au contraire en finir avec le progrès technique. Donc, oui, en apparence, la gauche a changé, mais sa motivation est la même. Ça reste toujours la dimension égalitaire. Ouais. Écoute, je te propose qu'on revienne dans quelques instants sur cette question effectivement du progrès et tout, qui est vraiment passionnante et où on a encore pardon, le même regard. Juste un petit retour quand même sur le principe égalitaire, qui est donc le pivot idéologique. On a quand même une négation donc, du réel, hein, et qui se traduit. Alors, moi, j'ai ma vision de l'égalitarisme, qui est bien, que ceux qui me suivent connaissent bien, qui est en gros la croyance religieuse que les individus et les groupes d'individus ne sont définis que par leur environnement au sens social du terme, c'est-à-dire l'éducation, la CSP des parents, etc., les chances de la vie, et donc que par ces facteurs-là, et absolument pas par leur biologie. Voilà. Moi, c'est ma vision de l'égalitarisme, qui est en gros un obscurantisme scientifique terrible. Voilà, et ceux qui, pareil, regardent les vidéos Sunrise le savent, hein, il existe des déterminismes biologiques qui expliquent en partie seulement, mais en partie quand même, certaines inégalités combattues par la gauche. Et quand on combat des inégalités sociales, on peut arriver peut-être à les diminuer, mais quand on combat des inégalités génétiques, là, c'est plus possible, clairement. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi et c'est on en parlait un petit peu, l'égalitarisme, c'est aussi un espèce de relativisme un petit peu du goût, quoi. T'avais deux, trois trucs à dire là-dessus. Oui, je suis d'accord avec toi, disons que pour moi, l'égalitarisme biologique est une des branches de l'égalitarisme comme principe philosophique, qui est évidemment je pense vraiment que c'est le truc principal et primordial, c'est la cause primordiale, mais c'est un débat d'esthète à ce niveau-là. Oui, disons que je ne sais pas si on parlait vraiment déjà d'égalitarisme biologique, par exemple, au début du XXe siècle ou au XIXe siècle, alors qu'il y avait déjà un égalitarisme. Il y avait déjà toutes ces prémices de cette pensée. Donc, je pense que l'égalitarisme biologique est ce qui nous frappe le plus aujourd'hui, de par sa négation totale et le tabou. Mais par exemple, l'égalitarisme se marque aussi dans la culture. J'imagine que beaucoup de gens dans l'audience, dans le public aura déjà eu cette expérience. Il devient de plus en plus difficile avec des gens du quotidien de juger même de la qualité d'un film, d'une œuvre littéraire, de dire non, ça c'est mauvais et tel film c'est meilleur. Je ne sais pas combien de fois, si j'avais reçu une pièce d'1 euro, à chaque fois que j'avais entendu la pièce, cette expression, mais qui es-tu pour juger? Je serais milliardaire justement aujourd'hui. Il y a vraiment ce relativisme du goût, ce relativisme, ça devient presque impensable pour les gens aujourd'hui de dire qu'objectivement, de la grande cuisine, ça vaut plus qu'un hamburger du McDo, que je ne sais pas moi, les œuvres de Dostoïevski, c'est mieux qu'un Nagavalda. Quand bien même on ferait prendre du plaisir à lire un Nagavalda ou à manger un bon hamburger de temps en temps, je ne jette pas la pierre du tout, mais d'un point de vue objectif, on doit être quand même capable de dire que certaines choses sont de meilleure qualité que d'autres. Mais c'est génial ce que tu dis, parce que ça me rappelle tellement de conversations que j'ai eues avec des gens lambda de gauche. Et souvent, l'angle d'attaque, c'est l'art contemporain. Souvent, on en parle, je ne sais pas pourquoi, ça arrive. Et à chaque fois, on arrive à est-ce que le beau existe quand on parle d'art contemporain? Parce qu'évidemment, l'art contemporain est un sous-art, c'est une sous-production. Et là encore, si on peut excuser à peu près des mecs comme Picasso qui avaient la capacité à côté de faire des vraies œuvres,
Donc du coup, c'était un espèce de choix. Donc on peut respecter ça. Autant les mecs d'aujourd'hui, bon, ils ont pas le choix, ils ont que ça, ou alors c'est aller à l'usine, quoi. Donc évidemment, voilà. Mais l'art contemporain, quand on a cette discussion, généralement, on arrive souvent à est-ce que le beau existe? Et souvent, les discussions, c'est souvent, alors là, je veux pas faire de misogynie primaire. Alors vraiment, c'est une observation que j'ai, qui n'est pas représentative peut-être, mais souvent les nanas sont là à dire non, mais tu peux pas dire ça, le beau, c'est pas objectif. Et il suffit de dire de parler dans ce cas-là de physique masculin pour leur faire admettre quand même que oui, le beau existe, bon, voilà, en moyenne. Mais c'est vrai que c'est un truc de dingue. En art, alors pour ce qui est de la peinture, il est vrai que le relativisme est très, très, très développé. Parce qu'au fond, je crois que l'œil s'habitue assez vite à tout ce qu'il voit. C'est-à-dire, il peut regarder des peintures de Jackson Pollock et des peintures du Titien, et au fond, bah, les peintures de Jackson Pollock ne heurtent pas son regard, ça ne lui fait pas mal aux yeux, il s'y habitue assez vite. Je ne suis pas sûr, en revanche, que la plupart des gens seraient d'accord d'écouter du Boulez toute la journée en disant que ça vaut du Stockhausen, enfin, la musique contemporaine, donc la musique atonale, qui est proprement inaudible. Et pour le coup, je ne suis pas sûr qu'ils arriveraient à dire que ça vaut Beethoven ou Mozart. Parce que Mais là, c'est vraiment dérangeant. c'est comme l'art contemporain. Les gens, ils aiment bien défendre quand on rentre sur ce terrain-là par principe, mais en réalité, ils préfèrent mille fois aller, je reprends l'exemple, à Chapel Sixteen qu'au musée des beaux-arts modernes, je sais pas quoi. En réalité, tu as le bon sens qui affleure chez chacun quand même, mais rien que cette question de l'existence objective du beau, que je pense vraiment vrai, même si là encore il y a des nuances, parlant en moyenne, bon bref, voilà, pour toutes les précautions d'usage, parce qu'il y a quand même malgré tout une certaine nuance dans les goûts, hein, bien entendu, mais le beau existe, c'est une position de droite. Le beau est relatif, c'est une position de gauche, tout simplement. Et ça, quand tu dis dans un groupe d'amis, bah, le beau, moi je pense qu'il existe, qu'il est objectif, tu as direct, donc là encore, c'est souvent des nanas qui disent ouais, mais c'est un peu facho, quoi. C'est un truc de dingue. Je vais partir de cet exemple justement de l'art contemporain pour illustrer, je crois, le plus clairement possible cette différence entre la gauche et la droite et ces critères d'égalité ou d'inégalité de hiérarchie. Un homme de gauche estime que le plus important, c'est ce que les gens ont en commun. C'est par exemple le fait d'être homme, d'être un être humain, tout simplement, cette qualité générique d'être humain. Alors que psychologiquement, être de droite, c'est penser que les hommes sont importants par ce qui les distingue, par ce qui fait qu'ils sont fondamentalement différents des autres, ce qui fait qu'ils sont uniques. Et par exemple, dire que deux hommes se valent du fait simplement qu'ils sont des hommes, c'est comme dire qu'un tableau du Titien vaut un tableau de Jackson Pollock du simple fait que ce sont des toiles, que c'est de la peinture sur une toile. Or, il y a évidemment une différence qualitative entre les deux. Ouais, j'ai retrouvé un petit truc d'art contemporain qui m'avait beaucoup marqué à l'époque. C'est une vidéo, je vais vous la mettre. C'est une vidéo d'une installation d'un artiste contemporain. C'est une pièce de bœuf qui tourne sur elle-même et qui envoie des likes sur Tinder. Voilà. Donc ça, c'est de l'art contemporain, par exemple. Bon, bref. Bah, ça montre bien ce que c'est-à-dire un gag permanent. Oui, bah, de toute façon, l'art contemporain. Il y avait eu un très très bon numéro, je crois que c'était de la Nouvelle Revue d'Histoire sur l'art contemporain à l'époque. Vraiment, vraiment limpide, clinique sur cette imposture, même si je sais qu'il y a aussi certains artistes contemporains qui, a priori, sont des vrais artistes géniaux, mais bon, oui, il y a un moment... disons que le terme art contemporain est tout à fait impropre, parce que bon, c'est l'art d'aujourd'hui, donc il est évident qu'il y a des artistes qui ont du talent, ils sont peut-être simplement pas mis en avant. Mais ce qui est mis en avant, c'est plutôt l'art gaguesque, le non-art, un art qui se veut volontairement non beau, en fait. Bon, en tout cas, voilà, on a essayé de définir un petit peu la droite et la gauche, c'est-à-dire autour de la thématique de l'égalité, la grandeur et du ressentiment, voilà. Hein, et finalement, c'est pour ça que la droite est plutôt le parti de la civilisation et de la construction sur le temps long, et la gauche est plutôt le parti de la destruction, voilà, au nom du bien, toujours, hein, bien entendu, hein, oula, surtout, voilà. Mais voilà, avec une vision un peu messianique. Mais effectivement, on en a parlé un petit peu. Souvent, ce qu'on peut objecter, c'est de dire ah oui, mais non, le progressisme, c'est la gauche, et le conservatisme ou la réaction, c'est la droite.
sauf que ton analyse est pas exactement celle-là. Finalement, on peut être progressiste et autre chose qu'à gauche. Tout à fait, mais en fait, la notion de progrès est neutre en elle-même. C'est progrès de quoi? La progression d'un cancer est par définition tout à fait mauvaise et il faut réagir contre. Mais la progression je sais pas, mais la progression dans le sport, si vous faites du sport chaque jour, eh bien, c'est excellent. Une des différences entre la droite et la gauche serait que pour la gauche, le progrès est inéluctable, le progrès de l'égalité, etc. Alors que si on est dans une idée de progrès de droite, le progrès n'est pas inéluctable, au contraire, le progrès est le fruit d'un long effort. Typiquement, le progrès dans le sport, à moins de faire du sport tous les jours, en tout cas de manière régulière, vous n'allez pas progresser. C'est pareil dans tout. Hein. Progresser dans l'étude d'une langue, chaque jour, il faut réviser le vocabulaire, il faut réviser la grammaire et la syntaxe. Et donc, tout simplement, le progrès de quoi? Bien, pour l'homme de gauche, le progrès qui est bon en soi, c'est le progrès des idées égalitaires, donc de la marche vers l'égalité, alors que pour l'homme de droite, est positif un progrès de sa civilisation, le progrès des arts, le progrès de la grande culture, le progrès de l'excellence, en un mot. Écoute, j'avais tweeté là-dessus sur quelqu'un qui m'interpellait sur Twitter et qui me disait oui, mais le progressisme c'est de gauche. Et je lui répondais, vouloir améliorer drastiquement la société n'est pas une caractéristique de la gauche. Ce sont les valeurs sur lesquelles sont basés ce projet qui caractérisent la droite ou la gauche. Si le projet est dans un sens schématiquement, bien entendu, d'excellence et de grandeur, on est plutôt sur un projet de droite. Si le projet est plutôt dans l'égalitarisme et le ressentiment, on est sur un progrès de gauche. Mais le progrès de droite est possible. En réalité, la confusion, elle vient clairement, et ça fait un peu notre transition, même si on peut revenir sur ce point-là ensuite, hein, mais ça fait un peu la transition avec un sujet que je voulais aborder ensuite, c'est que la droite et la gauche se sont définies historiquement dans leur acception moderne au moment de la Révolution, et que en réalité, évidemment, la Révolution était de gauche, même s'il y a des nuances, on y reviendra, et la contre-révolution était de droite, et donc du coup, il y a eu ce schéma un peu figé. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, c'est un des problèmes qui explique la confusion ambiante justement sur ce clivage gauche-droite, c'est que nous avons assimilé une forme historique bien précise de ce clivage, grosso modo le clivage révolution, contre-révolution, anticléricalisme ou anti-religiosité et défense de la religion, comme étant la principale essence du clivage gauche-droite. Alors qu'en fait, c'était la cristallisation du débat pour l'égalité ou pour l'ordre qui s'est faite dans cette forme historique bien précise, tout simplement. Ouais. Donc Non, voilà, mais et en plus, c'est quelque chose de très français. Même si je pense en effet que le clivage gauche-droite est né à partir de la Révolution française, en tout cas, c'est formalisé politiquement à partir de la Révolution française et qu'il s'est étendu aux autres pays d'Europe. Bon, par exemple, une des choses qui caractérisait la gauche au XIXe siècle en France, c'était le refus du catholicisme. Bon, c'est pas quelque chose qu'on peut reprendre dans tous les pays d'Europe. Dans les pays non catholiques, ça s'adapte de manière différente. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, ne soyez pas dupes de ceux qui lient inéluctablement l'idée de progrès, le concept de progrès à la gauche, puisque cette structuration un peu politique, elle n'est due que au fait que la grande période qui marque la gauche et la droite, c'est la Révolution, mais on n'est plus à l'époque de la Révolution, c'est fini. Et aujourd'hui, vouloir améliorer la société, vouloir même la révolutionner, c'est tout à fait possible si on est de droite, c'est même plutôt souhaitable parce qu'il va falloir une révolution au moins. Donc voilà, le progrès n'est pas de gauche, quoi. Voilà. Non, et même, c'est vraiment très important de le dire, ce n'est pas que d'un point de vue épistémologique pour se dire, bon, qu'est-ce que la droite peut être progressiste. Non, il faut même que la droite soit progressiste, selon cette acception. Parce que si elle refuse par réflexe idéologique toute idée de progrès, toute idée de révolution, de marche en avant, mais elle se laisse forcément dominer par la gauche. Il y a un livre de Romain d'Astremont là-dessus, d'ailleurs, Penser l'homme nouveau. Je ne suis pas d'accord avec toutes les idées qui sont développées dans ce livre, mais il y avait une idée en particulier que j'avais trouvée très intéressante, qui était de dire qu'en gros, il y a 3 dimensions dans la droite, une droite réactionnaire, une droite conservatrice et une droite révolutionnaire. La droite réactionnaire, d'une certaine manière, essaye de retourner les pages quand la gauche
fait quelque chose. La droite conservatrice essaie de préserver tout ce qui vaut la peine d'être conservé, et la droite révolutionnaire doit écrire une fois que la droite réactionnaire a effacé les erreurs de la gauche. Or, le problème, c'est que depuis quelques décennies maintenant, il n'y a plus aucune droite révolutionnaire. Bah, le but, c'est d'essayer de montrer qu'on est dans un moment où on doit... En fait, pourquoi je voulais cette émission avec toi, c'est pour montrer à ceux qui nous écoutent et aux gens de droite que déjà, il faut prendre conscience de ce qu'est idéologiquement la droite, la gauche, qu'il y a une pertinence et qu'il y a même une pertinence vitale à s'affirmer de droite, on va le voir en conclusion de cette partie. Et aussi que il fallait changer sa vision de voir les choses. Effectivement, le progrès en lui-même, c'est pas une mauvaise chose. La révolution, c'est pas une mauvaise chose. Voilà. Même si tu as tout à fait raison, et ça, je n'avais pas pensé, mais c'est très très juste. Tendanciellement, quand même, l'homme de droite est plus mesuré que l'homme de gauche. Ça, tu as tout à fait raison. Vraiment. Bon, et on a vu un petit peu ce sujet, je pense qu'on a fait le tour. On va passer à une question. Je pense qu'on va être d'accord là aussi, mais c'est la question de la date de naissance de la droite et de la gauche. Est-ce qu'il y avait un peu de droite et de gauche avant la Révolution ou pas? Alors ça, c'est une question qui est très délicate. Et d'ailleurs, je voudrais dire ça comme un principe général. L'explication causale est vraiment quelque chose de très difficile à manier. Par exemple, surtout quand il s'agit d'événements aussi importants ou de concepts aussi importants que celui de la gauche et de la droite. Demander à un historien quelles sont, par exemple, les causes de la Première Guerre mondiale, il sourira parce que tellement c'est complexe. Tellement c'est complexe, il y a des causes apparentes. Et après, on peut remonter tellement loin qu'on pourrait parler des jeux d'alliance entre les nations. Puis, mais qu'est-ce qui explique ces jeux d'alliance? Eh bien, c'est la naissance des nationalismes. Mais qu'est-ce qui explique la naissance des nationalismes? Et on remonte toujours. Et donc, il y a toujours ce grand risque de commettre ce que Bergson appelait une illusion rétrospective, c'est-à-dire c'est un peu cette expression latine qui est post hoc, ergo propter hoc, qui est un paralogisme. En fait, c'est comme ça vient après, forcément, c'est la conséquence de cet événement. Si A a eu lieu et B a eu lieu après, alors B est forcément la conséquence de A. Pas forcément. Il faut vraiment faire très attention avec ce genre de choses. Donc voilà un principe méthodologique général. C'est pourquoi ce qui me semble sûr et évident, c'est que le clivage gauche-droite, politiquement, s'est cristallisé au moment de la Révolution française. Ça, je pense que c'est assez indéniable. Tu rappelles rapidement ce moment? En 2 secondes, hein, mais... Donc la Révolution française qui a mis à mal le pouvoir du roi. À un moment donné, ça s'est formé dans la Chambre des députés. À droite, siégeaient à droite ceux qui étaient pour le droit de veto du roi encore, et à gauche ceux qui étaient contre le droit Exactement. de veto. Et donc les ultras étaient même complètement, les ultras à gauche étaient contre la monarchie en tant que telle, et les ultras à droite étaient pour effacer la Révolution. Et donc après, ça s'est cristallisé dans le débat contemporain. Donc, si la gauche est évidemment, on peut trouver des prémices très loin. Je pense qu'on peut trouver des prémices même dans l'Antiquité, peut-être, avec certains milieux gnostiques même. Mais ça devient toujours très difficile. Là où je pense qu'il y a, même si je n'affirmerai pas ça avec une assurance totale, je pense que par exemple dans la réforme luthérienne, il y a eu des prémices de la Révolution française qui ont dépassé Martin Luther lui-même. Par exemple, en fait, c'est une critique assez générale de la part des auteurs contre-révolutionnaires au XIXe siècle, c'est de dire que le protestantisme, en effet, a été une révolte contre toutes les formes d'autorité, a été, c'est ce que disait Joseph de Maistre, la révolte de la raison individuelle contre la raison générale. Il parlait de rianisme à l'époque, il n'y avait pas le mot nihilisme, il parlait de rianisme. Au fond, le protestantisme protestait, selon son étymologie, contre toute forme d'autorité, ou même, comme disait Pierre Bell, qui s'en réclamait, le protestantisme proteste contre toutes les vérités, même. Le poète français Nicolas Boileau, au XVIIe siècle, à un moment donné, parle de la réforme, je crois que c'est dans la satire numéro 12, j'espère ne pas dire de bêtises, et à un moment donné, il dit, voilà, les protestants refusent toute forme d'autorité visible, et il a cette phrase, il dit « Tout protestant est pape, une Bible à la main ». Parce que c'est le principe de la raison individuelle qui décide des vérités sociales, des vérités métaphysiques, etc.
Et je suis totalement d'accord avec toi, hein. Le protestantisme en soi, c'est déjà une lutte contre la tradition avec un T majuscule et donc contre l'ordre, d'une certaine manière. On se réfère au texte plutôt à la structure. Donc on est déjà dans le désordre et donc dans le gauchisme d'une certaine manière. Mais est-ce que là, le but, c'est pas forcément de se dire quelles étaient les prémices de la révolution, mais est-ce que, voilà, tu parlais de l'Antiquité par exemple, est-ce que la gauche et la droite, ces principes-là n'existaient pas, ces esprits-là n'existaient pas dès l'Antiquité, dès même la naissance de l'humanité? ben, ça dépend. Je dirais que ce qui rend la gauche possible politiquement, c'est-à-dire ce que tu as dit, là, en gros, l'envie, les frustrations, etc., oui, ça fait simplement partie de la nature humaine. En revanche, je pense que ça ne structurait pas politiquement même le monde antique. Je pense qu'il n'y avait pas de traduction. Et une erreur qu'on pourrait faire, justement, ce serait de voir dans ce clivage un manichéisme au sens littéral, c'est-à-dire comme si c'était deux principes éternels, un peu comme le yin et le yang, qui serviraient à analyser toute l'histoire de l'humanité. Par exemple, certaines personnes défendent l'idée que voilà, l'opposition Racine-Corneille, c'est la gauche et la droite. Je ne le crois pas du tout. Que, par exemple, l'opposition entre les Grecs et les Perses serait une opposition de la gauche à la droite. Je ne crois pas. Je pense que je serai en tout cas prudent sur cette question, sur cette C'est super intéressant parce que tu nuances un peu ce que moi je pense et c'est très bien. C'est ça la vertu de la discussion aussi. Moi, j'ai vraiment cette idée en tête que cette pulsion du ressentiment qui mène à l'égalitarisme, en réalité, si on devait être dans la cause, je pense que le ressentiment précède l'égalitarisme. La traduction idéologique de ce ressentiment, en fait, selon moi, pour moi, c'est né, c'est dans l'homme depuis la nuit des temps et ça le sera jusqu'au bout. Voilà, j'ai l'impression que l'envie, la jalousie, qui sont pour moi des traductions en passion de ces principes-là, existe depuis longtemps. Alors évidemment, ça s'appelait pas la gauche. Évidemment, ça n'avait pas forcément d'impact politique, quoique. Mais en tout cas, pas du tout de la même manière qu'aujourd'hui, c'est certain. Tu as tout à fait raison de le dire. Mais disons que cet esprit-là, il était quand même, à mon avis, présent depuis longtemps. Mais tu n'es pas forcément d'accord. Ben, je suis d'accord avec l'idée, évidemment, que la jalousie est présente dans le corps humain depuis la nuit des temps. Mais est-ce que la jalousie s'est toujours traduite par un désir de nivellement de la hiérarchie? Je ne suis pas sûr. La jalousie peut aussi se traduire par le désir de prendre la place et de bien conserver la hiérarchie. Je pense qu'il y a quelque chose quand même de nouveau, et notamment à partir de la réforme protestante, qui a dépassé Martin Luther lui-même. Par exemple, en Allemagne, en 1524-25, je crois, a éclaté ce qu'on appelle la guerre des paysans allemands, qui a complètement dépassé Luther. Luther a eu un mouvement de peur en voyant ça, parce qu'en fait, ces paysans allemands demandaient l'abolition en fait, des privilèges, l'abolition de la noblesse, etc. Et bon, Martin Luther, il bénéficiait du soutien de nombreux princes allemands, et s'est dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et donc, lui, il a écrit un texte d'une violence inouïe, d'ailleurs, dans lequel il appelle à égorger tous ces insurgés, à les massacrer de fond en comble. Je crois que c'est un texte de 1525. Et donc, il y a eu la révolte des paysans allemands, dont un des principaux meneurs était un homme qui s'appelait Florian Geyer, et qui, 10 ans après, a aussi donné la naissance à ce qu'on appelle la révolte des anabaptistes de Münster, qui étaient également des militants égalitaristes avant l'heure, si je puis dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'ailleurs un chant allemand très populaire qui date des années 20, je crois, qui s'appelle Wir sind des Geiers schwarzen Haufen, qui fait référence à Florian Geyer. Et une des paroles de ce texte, dans le refrain, c'était Als Adam grub und Eva spannt, wo war denn da der Edelmann? Donc, c'est-à-dire, quand Adam bêchait la terre et Ève filait donc, aux origines de l'humanité, où était donc l'homme noble? Il n'y en avait pas. C'est ça un peu l'esprit de ces paysans allemands. Et d'ailleurs, ce chant a été utilisé par la RDA au XXe siècle. Mais est-ce que du coup, on a l'esprit, on va dire, de gauche qui a pu préexister depuis très longtemps. Donc moi, c'est mon intuition et honnêtement, je la trouve pas. Enfin, je trouve que ça serait indéfendable de le nier d'ailleurs, que en tout cas comment dire ça, la potentialité était là. Mais par contre, ça s'est vraiment cristallisé pour toi dans la modernité, l'Europe moderne, ou aussi où ça aurait pu avoir lieu dans d'autres pays du monde d'ailleurs, où cette pulsion-là, elle s'est vraiment déversée en Europe
parce qu'on a été en avance aussi technologiquement sur le reste du monde aussi. Hein. Oui, je crois quand même qu'il y a une spécificité européenne à ce niveau-là. Ok. Alors, peut-être que certaines personnes qui s'y connaissent mieux en anthropologie pourraient parler d'une sorte de forme de communisme primitif dans certaines peuplades. Ça, je n'ai aucune assurance sur ce sujet, mais je crois quand même qu'il y a une spécificité de l'Europe et de l'époque moderne. Ok. Et notamment de l'époque moderne et de la sécularisation du christianisme, en fait. Ok, donc c'est vraiment lié au christianisme. Ok, d'accord, c'est intéressant. Du christianisme, ou en tout cas de la sécularisation de ce dernier. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet à partir d'un livre de Marcel Decorte qui parle de la dissociété et qui analyse, en tout cas selon lui, la dissociété, la rupture dans la société organique par la sécularisation du christianisme qui donne naissance à l'individualisme, à l'égalitarisme, etc. Mais évidemment, c'est un point tout à fait discutable, hein, au sens où on peut en discuter Non, non, des mais heures. tout reste discutable, hein, la preuve sur ce sujet-là en tout cas, puisque c'est vrai que la datation est complexe. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment du mal à ne pas voir dans certaines, je ne connais pas assez, hein, je parle là comme ça, mais dans certaines figures ou dans certains épisodes historiques, même de l'Antiquité, voilà, des choses qui font quand même furieusement penser au gauchisme actuel, hein, vraiment. Donc bon, C'est sûr que, par exemple, des figures comme Spartacus, après, il faut voir s'il n'y a pas d'anachronisme de notre part. Par exemple, les communistes s'en sont réclamés. Les communistes, au début du XXe siècle en Allemagne, ont même créé la Ligue spartakiste. Après, c'est culotté quand même. Hein. c'est culotté, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme non plus de notre part? Voilà, c'est C'est vrai. toujours. Je Bah, en m'exprime tout cas, avec. c'est vrai que c'est mon avis, mais là encore, comme toujours, il faut de la nuance. Ça se trouve, je me trompe. Voilà, il y a des choses où je sais que j'ai peu de chances de me tromper, mais là, il se peut complètement que je me trompe. En tout cas, la discussion est ouverte. Il y a pas mal de sujets qu'on pourrait aborder sur cette question droite-gauche. Juste une question rapide. On va parler de politique pure. Euh, Est-ce que la gauche est la démocratie et la droite, c'est l'aristocratie, ce qui est ma vision des choses, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça, ou est-ce qu'on peut être de droite et démocrate? Donc, globalement, je suis assez d'accord avec ça. Après, ça dépendrait comment est-ce qu'on définit la démocratie. Si c'est la démocratie, évidemment, la démocratie égalitaire, oui, ça, je pense que c'est tout à fait un principe de droite. Euh, Si par démocratie, on entend simplement le principe de vote, on peut imaginer une démocratie censitaire qui, elle, serait de droite, Bien parce qu'elle sûr, a le mais même c'est pas une principe démocratie inégalitaire. pure et parfaite, c'est une forme d'aristocratie. Voilà, bah, disons que toi, dans la répartition des régimes politiques que l'Antiquité grecque nous a légué, il y avait cette idée monarchie, aristocratie, on dirait démocratie, mais en fait c'est plutôt politeia, comme disait Aristote, ou la république, on va dire, et chacun ayant son pendant négatif. La monarchie dégénère en tyrannie, l'aristocratie en oligarchie, et la politeia en démocratie, qui voulait dire le pouvoir des masses, en fait, pour Aristote. Voilà, évidemment, la démocratie moderne a peu de choses à voir a peu à voir au fond avec la démocratie athénienne qui était ultra élitiste, la démocratie de Périclès. Bien sûr. Comme quoi la droite existait même dans l'Antiquité, puisqu'on ne donnait pas le droit de vote à tout le monde. On n'était pas Ah oui, complètement oui. stupide. Parce que, On donne évidemment, même le droit de vote à presque personne, au fond. ouais, Si on non peut mais le évidemment, bon, moi c'est un secret pour personne, mais je suis évidemment pas fan de la démocratie pure. Pourquoi? Parce que tout simplement, je refuse absolument. Ça me paraît totalement délirant que Mhm. quelqu'un qui n'ait pas étudié un sujet en profondeur comme moi je peux l'avoir puisse avoir exactement le même poids politique que moi. Ça n'a aucun sens, bien sûr. Maintenant, il vaut sans doute mieux la démocratie qu'un gouvernement actuel de Macron, etc., de mecs qui sont en plus même pas les meilleurs, puisque l'aristocratie, c'est ça, c'est le gouvernement des meilleurs. Euh, donc, c'est un principe vers lequel on doit tendre, le gouvernement des meilleurs, un groupe de meilleurs qui prend les décisions dans l'intérêt commun de la société. Bon, évidemment, comme je dis, il vaut mieux la démocratie que le gouvernement de Macron. Donc, ça se discute, bien sûr, mais en principe, la démocratie est évidemment, pour moi, une insulte au bon sens. Mais bon, D'ailleurs, la philosophie, au fond, naît par la critique de la démocratie. C'est par Platon que naît la philosophie et la mise à mort de Socrate dans la démocratie athénienne. Et l'œuvre de Platon est marquée par la critique
de la démocratie. Et d'ailleurs, en fait, tu redis quelque chose que Platon disait. D'ailleurs, Platon s'étonnait du fait qu'on accepte en politique ce qu'on refuserait ne fût qu'en cuisine, c'est-à-dire que ben voilà, on attend de celui qui cuisine. Celui qui cuisine doit être celui qui a des compétences là-dedans, et par contre en politique, on est prêt à donner le même poids au vote à chaque personne. Bah, c'est marrant, moi j'avais un exemple qui n'est pas celui de Platon, mais je ne connaissais pas cet exemple-là, mais je prends toujours cet exemple pour convaincre les gens, c'est le garagiste. Ton garagiste, c'est pas un mec choisi au hasard, en fait, c'est un type qui sait ce qu'il fait. Donc, si Platon donnait l'exemple d'un capitaine de vaisseau, il dit on ne vote pas pour le capitaine, on ne voterait pas pour un pilote d'avion, on pourrait dire. Mais, évidemment. Enfin bon, bref, mais en tout cas, c'est intéressant. Tiens, on va parler de ce que tu voulais, un point intéressant que tu as relevé dans une de tes vidéos, la distinction entre être de droite et être situé politiquement à droite. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, en 3-4 phrases, la distinction que tu fais? Oui, alors, donc ce que j'appelle être de gauche ou de droite, c'est simplement le fait d'appartenir ontologiquement aux principes qu'on a définis toi et moi plus tôt, c'est-à-dire adhérer au principe d'égalité ou adhérer au principe d'ordre. Donc, quiconque admet les principes d'ordre et de hiérarchie est fondamentalement, ontologiquement de droite, et vice-versa, quelqu'un qui admet l'égalité comme valeur absolue est ontologiquement de gauche. Après, le clivage gauche-droite s'incarne de façon différente selon les époques. On l'a dit au début du XXe siècle en France, après la Révolution française, eh bien, globalement, sur le spectre politique, était à gauche toute personne qui était pour la République, contre la monarchie ou contre l'Église catholique, et donc était à droite toute personne qui était pour les choses inverses. Au début du XXe siècle, bon, la question de la monarchie commençait à devenir de plus en plus désuète et était plutôt à droite ceux qui s'opposaient à la révolution communiste après la révolution de 1917. Et c'est comme ça que d'ailleurs que les gens qui étaient à gauche au XIXe siècle, comme les libéraux, et qui étaient honnis par tous les conservateurs, par toute la contre-révolution, est passé à droite sur le spectre politique, puisque les libéraux, au nom de la défense de la propriété individuelle, sont contre le communisme. Donc là, le clivage s'est réorganisé. Et aujourd'hui, le clivage s'articule, à mon sens, autour de la question ce que Renaud Camus appelle le remplacisme global, en gros l'immigration de masse, le bouleversement démographique, peu importe la périphrase qu'on emploiera, ce qui fait qu'on peut avoir des choses, comment dire, je vais prendre les exemples que tu avais donnés au tout début de cet entretien, par exemple Natacha Polony, oui, prenons Natacha Polony, qui est, je crois, je ne vais pas lui faire injure, est ontologiquement une femme de gauche, clairement, républicaine, etc. Mais comme elle peut émettre de temps en temps quelques critiques ou quelques réserves sur l'immigration de masse, il y a forcément à droite sur le spectre politique. Et à l'inverse, on va ou non, de la même manière, on pourrait prendre quelqu'un comme Pierre Cassin ou Riposte laïque. Riposte laïque fédère des gens qui étaient de gauche autrefois et qui, au nom de la lutte contre l'islam, s'opposent à l'immigration et donc sont placés maintenant à l'extrême droite de l'échiquier politique. Ouais. Mais on pourrait très bien voir l'inverse. Là, je n'ai pas de figure en tête, mais on pourrait très bien y avoir trouvé des gens qui sont de droite psychologiquement, c'est-à-dire qui admettent tout à fait l'idée que les hiérarchies existent, que l'ordre est important, mais qui ne s'opposent pas à l'immigration pour des raisons qui leur sont propres, et donc qui seraient de facto placés à gauche de l'échiquier politique contemporain. Mais qui seraient ontologiquement de gauche aussi, d'une certaine manière. Enfin, on serait dans un entre-deux. Mais ils sont en contradiction, mais disons qu'ils pourraient très bien justifier ça par certaines, par exemple pour des raisons religieuses, je ne sais pas, qui sont contre l'immigration, mais ils admettent tout à fait l'autorité, le principe d'autorité, le principe de hiérarchie, etc. Ça ferait une contradiction, mais ce serait une possibilité. Parce que je précise juste pour ceux qui nous écoutent que quand on parle du principe égalitaire, et notamment, moi je parle de la question biologique plus que toi peut-être, mais on est à peu près sur le même créneau, il n'y a pas besoin d'autre définition de la droite que celle-là, en fait. L'ordre contre l'égalité. Pardon, excusez-moi. Un petit peu malade, c'est la saison. Mais en gros, dans cette définition qui est extrêmement condensée, parce que c'est un travail intellectuel qu'on a fait, une maturation intellectuelle qu'on a eue pendant des années, je pense, pour toi, en tout cas pour moi c'est le cas, et donc on en arrive à quelque chose de très concis en termes de définition, et vous avez l'impression peut-être
vous dire, non, mais bon, peut-être, mais le sujet, c'est l'immigration, etc. Mais en fait, l'immigration est comprise dans cette définition. C'est-à-dire que quand vous considérez que les individus sont différents entre eux et que les groupes d'individus sont différents entre eux, ce que ne fait pas un gauchiste, clairement, quand vous considérez ça, dans l'ordre contre l'égalité, il y a déjà cette notion-là de différence par rapport, par exemple, aux migrants extra-européens. Donc en fait, voilà, faut bien comprendre que ce qu'on vous donne là, ce sont des piliers idéologiques, mais qui sont déclinables à foison en réalité, et peut-être plus même que vous ne le soupçonnez à l'heure où vous entendez cette émission. Puisque derrière, il y a des tiroirs à tirer que nous, on a déjà tirés. C'est pas prétentieux du tout, c'est juste que c'est vraiment une maturation intellectuelle de dingue. Et que moi, on m'aurait dit ça, on m'aurait parlé de ça il y a 5 ans, je pense que j'aurais pas du tout compris. Donc, mais vraiment, c'est un principe de base. Et tout ce qu'on dit là, le problème d'immigration et de remplacement est compris dans la notion d'égalité et d'ordre. Bref, j'en finis avec cet incise, mais parce que je vois pas mal de commentaires dans le chat qui parlent de la question raciale, de la question d'immigration, etc. Oui, mais justement, je leur dirais la même chose que toi. C'est simplement pour défendre ces idées bien précises anti-immigrationnistes, mais il faut déjà avoir vaincu les principes égalitaires qui règnent dans toute la société. Sinon, tout simplement, le discours est inaudible. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit, Jean Raspail, au début de cette émission, en 2016, disait « les idées de droite sont indicibles », parce que en réalité, si vous voulez tenir un vrai discours de droite, il faut parler de la question égalitaire, donc en partie des questions biologiques. Donc moi, c'est mon cheval de bataille personnel, ceux qui me suivent le savent, il y en a d'autres à droite qui pensent ça aussi, bien sûr, mais vous êtes dans le tabou absolu, puisque vous dites les inégalités entre les individus et les groupes d'individus sont en partie biologiques, sont en partie irréversibles, et là, vous êtes dans le gros tabou. Voilà, mais on va y arriver puisque c'est le réel. Et là d'ailleurs, je dis, si ça choque quelqu'un, que ce soit dans le chat ou qui écoute cette émission en rediffusion, mais je suis prêt à en débattre sans aucun souci avec n'importe qui. On parlera science, on parlera réalisme et on parlera politique sans souci, et sans mot plus haut que l'autre et sans procès à la clé. Hein. Tout est possible. Mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont contenues là-dedans. Donc on a vu ta distinction être de droite ou être à droite, et on va d'ailleurs, je vais te poser je vais te poser 2-3 questions. Est-ce que selon toi, la République est de droite ou de gauche? La République comme le principe républicain. Comme historiquement, l'expérience historique de la République, c'est-à-dire, allez, on va prendre la 3e République et la 5e. Oui, d'accord. Ouais. Pas la République romaine, pas la République française, la République. Mais justement, ça, ça pourrait faire écho à ce qu'on vient juste de dire, justement, sur à gauche, à droite. Je dirais qu'au départ, la République est née d'un projet égalitaire, donc du projet d'en finir avec la forme d'autorité suprême qui est le pouvoir du roi et de l'autorité religieuse qui est celle de l'Église catholique. Donc, de facto, tous les politiciens républicains étaient à gauche, du simple fait qu'ils étaient républicains à cette époque, puisque la droite, elle, était monarchiste. Et pourtant, au regard de ce qui se passe aujourd'hui, on voit que la plupart des grandes figures de la République, de la Troisième République, en fait, tenaient un discours totalement de droite, puisqu'ils étaient pour la méritocratie, le culte de l'excellence dans les écoles républicaines. Donc, ils étaient même assez contre le cosmopolitisme pour une bonne partie d'entre eux. Je pense qu'ils parlaient de ça, hein, le refus du clairement. C'était le roman national en plus, hein, donc ils étaient nationalistes. Tout à fait. Donc, la République française, la Troisième République, était forcément à gauche à l'époque sur le jeu, même sur le clivage continental par rapport au Kaiser en Allemagne, par rapport à l'empereur d'Autriche-Hongrie ou par rapport à l'Église catholique romaine. Mais au fond, dans sa pratique, elle était même assez souvent de droite. Exactement. Et d'ailleurs, la Troisième République est née du massacre des communards. Donc, après au moment de la Commune de Paris, qui était pour le coup un véritable mouvement de gauche égalitaire. Et au fond, les républicains ont étouffé dans l'œuf cette révolution. Donc,
l'héritage de la Troisième République est assez ambigu. Bah, en fait, ce qu'on peut voir déjà, bah, c'est que effectivement, comme tu l'as dit, là je remets le principe hein, qui a défini la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un principe totalement égalitaire sur le principe. Donc il y avait des grands principes de gauche, mais effectivement la pratique était totalement différente. Comme tu l'as très bien dit, on cherchait l'excellence, la Troisième République. C'est les mecs qui, en fait, moi je trouve ça assez sympa d'ailleurs, et c'est d'ailleurs une grosse objection que je fais aux royalistes, aux monarchistes qui veulent revenir contre-révolutionnaires, même s'il y a évidemment du bon dans la contre-révolution, hein, genre là, je dis pas du tout le contraire, mais le fait d'éduquer tous les enfants de France de la même manière à peu près, de leur donner les mêmes possibilités, et ensuite bah, les différences s'activaient ou non, hein, bien entendu, mais ça forcément, je ne peux pas imaginer que cette éducation pour tous, par exemple de la Troisième République, n'ait pas participé d'une manière gigantesque à la grandeur de la France. Voilà, je ne vois pas comment on peut prétendre le contraire. Voilà, donc, mais c'était en fait un mix sympa, tu vois, entre l'égalité et l'excellence. Les deux principes cohabitaient à peu près harmonieusement à l'époque, mais le temps a fait son œuvre ensuite et l'idée de l'égalité a remporté la partie, malheureusement. Oui, tout à fait. Mais bon, bah, l'histoire regorge d'ironie de ce genre. Si on prend même, par exemple, la réforme luthérienne, je pense assez sérieusement que la réforme luthérienne a été à l'origine, du moins, du principe égalitaire de la Révolution française, etc. Néanmoins, elle a eu aussi des effets positifs, du simple fait qu'elle a permis l'alphabétisation avancée beaucoup plus rapide dans les pays germaniques que dans les pays latins, et qui a favorisé l'essor de génie, l'essor de gens versés dans les lettres, etc. Et donc, qui ont donné une avance intellectuelle à ces pays-là sur les pays latins. Ouais, Voilà, ça... c'est simplement Non, mais l'ironie de l'histoire. c'est là un truc qui m'est cher, hein. Clairement, ceux qui me suivent là encore le savent, mais la nuance, l'importance de la nuance, vraiment. Et on le voit avec cet exemple de la République, ou l'exemple bah, effectivement de la révolution luthérienne que tu viens de citer. Euh, il y a du bon et du mauvais dans pas mal de choses. Voilà, il faut être capable d'avoir un regard nuancé, de dire oui, la révolution ontologiquement était peut-être quelque chose de nocif, quoique quand on regarde l'état de la noblesse de l'époque, bon, ça se discute. C'est aussi un débat même chez les penseurs de droite, les penseurs contre-révolutionnaires. Si on prend par exemple l'école anglo-saxonne, Edmund Burke considérait que l'Ancien Régime, à la veille de la Révolution, au fond, était un âge d'or, que la Révolution a brisé. Et si on prend un autre auteur comme Thomas Carlyle, qui a écrit aussi un livre sur la Révolution française, eh pour lui, même s'il jugeait très négativement la Révolution pour ses excès, pour la terreur, etc., au fond, considérait que l'Ancien Régime était une forme dépassée qui appelait à un jugement inévitable. Ouais. Non, non, mais c'est en tout cas, voilà, il y a une nuance à avoir. Et on peut vivre selon un espèce de principe égalitaire, mais dans la pratique, bah, promouvoir des valeurs de droite. Et c'est ce qui a fait, je pense, honnêtement, la grandeur de la France à un moment, notamment bah, au 19e et au 20e, ou au 20e, ouais, au 20e aussi, même si c'était sur la fin. Mais on avait l'un des plus grands pays du monde. Voilà, c'était des réalisations technologiques incroyables qu'aujourd'hui, on serait sans doute en peine de réaliser à nouveau si on n'avait pas, heureusement, cet héritage technique qui s'était accumulé et qu'on connaît. Mais là, si demain, on nous remet au niveau de technique, de connaissances techniques du début du 18e, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à s'en sortir, honnêtement. On s'en sortirait beaucoup moins bien. Autre question, est-ce que le régime fasciste, c'est-à-dire et je parle ici uniquement du régime mussolinien, bien entendu, parce qu'on est entre gens intelligents, donc on appelle fasciste que les gens qui le sont réellement. Est-ce que le fascisme est de gauche ou de droite? Bon, ben là, pour moi, la réponse était assez simple. Le fascisme est clairement de droite. Bon, on pourrait utiliser la distinction que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire que le fascisme, historiquement, est né à gauche. Le simple fait que Mussolini était issu des rangs du Parti socialiste italien. Je crois qu'il était directeur d'un journal qui s'appelait l'Avanti, etc. Mais bon, très vite, il est passé à droite parce qu'il était ontologiquement de droite, c'est-à-dire qu'il voulait réinstaurer les principes d'ordre et de hiérarchie, euh, et que le fascisme est intrinsèquement inégalitaire. Donc, je ne vois pas. En fait, des gens à droite
les gens à droite ou de droite déclarent que le fascisme était de gauche pour deux raisons. À la fois pour se dédiaboliser, parce que tout ce qui s'approche de près ou de loin au fascisme s'en souffre. Donc il y a une visée, on va dire, tactique et politique derrière. Mais il y a aussi, c'est aussi l'effet de la confusion dont on parlait, c'est-à-dire si on considère que la droite c'est la réaction et que la gauche c'est le progrès ou la révolution, alors en effet le fascisme serait de gauche puisqu'il est révolutionnaire. Mais à partir du moment où on considère que le critère essentiel c'est l'égalité ou l'ordre, alors je ne vois pas comment on pourrait dire que le fascisme est de gauche. Exactement, le communisme est clairement une révolution de gauche, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est même la révolution de la gauche, au sens le plus chimiquement pur possible, qui est donc un échec cuisant, on le rappelle, alors que le fascisme est parti d'un socialiste, mais défendait des valeurs qui n'étaient évidemment pas de gauche, même si on pourrait arguer que la fin on va dire des systèmes traditionnels pouvait être vue comme de gauche, mais en réalité, il substituait quand même des corporations nouvelles. Enfin, il y avait tout un système qui était vraiment beaucoup plus de droite que de gauche. Mais là encore, il y a de la nuance, bien entendu. Mais disons qu'il y a un point important là-dessus, parce que bon, le fascisme en tant que tel est une idéologie qui appartient au passé. Enfin, il est mort, il est issu de la Première Guerre mondiale, du traumatisme des tranchées. Donc, nous ne sommes évidemment plus dans la même situation. En revanche, un point qui me paraît essentiel de souligner, c'est que il ne faut pas accepter l'antifascisme de gauche, puisque l'antifascisme de gauche rejette le fascisme, non pour ce qu'il a de spécifiquement fascisme, mais pour ce qu'il a de droite, tout simplement, c'est-à-dire l'apologie de la hiérarchie. Donc, si on accepte l'antifascisme de gauche sans sourciller, on doit forcément se débarrasser de tout ce qui ressemble de près ou de loin au fascisme, et donc, en fait, tous les principes de droite. Donc, la grandeur, l'ordre, la civilisation, etc. S'il faut critiquer le fascisme, c'est critiquer le fascisme du point de vue de la droite, avec nos critères, nos valeurs. Franchement, il faudrait vraiment que je fasse une émission sur le fascisme parce que les gens ne savent pas du tout ce que c'est ce régime, qui était évidemment un régime totalitaire avec des meurtres, etc. Mais à l'époque, c'était classique. Mais c'est 10 000 fois moins, et c'était 10 000 fois moins, et je pèse mes mots, hein, vraiment 10 000 fois moins violent et totalitaire que le communisme. Mais alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, bien sûr. Je ne sais plus quel est le nombre exact, mais le nombre de peines capitales qui ont été prononcées durant toute la durée du vingtenio, donc moins d'une centaine. C'est un truc très très faible. Très très faible. Même ces prisonniers politiques, ils étaient exilés dans des trucs sympas. Bah, typiquement, Malaparte, voilà, l'un des prisonniers politiques les plus emblématiques, il était très bien traité. Enfin, bon, bref. C'est vraiment quelque chose de très 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 chiant. Et j'ai fait plusieurs tweets là-dessus, j'en remets quelques-uns, mais en gros, faire d'un régime de droite le mal absolu, donc faire du fascisme le mal absolu, c'est se soumettre au gauchisme. Puisque pourquoi? Eh bien, on place comme diable absolu un régime de droite, ce qui est absolument contre-productif. On se tire une balle dans le pied en le faisant, même si, évidemment, il y avait des choses qui n'étaient pas sympas dans le fascisme, bien entendu. Avec des meurtres, des trucs comme ça. C'était la violence politique de l'époque. Effectivement, les Arditi qui revenaient des tranchées, bon, bah, fallait pas les emmerder, quoi. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est le jeu. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la nuance à la fois dans la République et dans le fascisme. Il y a des choses à la fois de droite, de gauche, même si on voit des tendances qui se dessinent plus dans un cas que dans l'autre. Mais voilà. Et toujours, tiens, pour finir un peu sur cette question de gauche et de droite, et alors je peux pas mettre les images parce que sinon la chaîne saute instantanément, puisque c'était, je voudrais parler d'Éric Zemmour chez Hanouna il y a quelques jours. Il était dans l'émission Face à Baba et il a parlé à un moment du voile islamique comme signe extérieur de religiosité qu'il faudrait supprimer de l'espace public en faisant une lecture un peu extensive de la laïcité. Bon, bref. Et le Corbière, qui est son opposant, ou Zeribi, je ne sais plus lequel des deux, je crois que c'était Zeribi en réalité, lui dit « Mais qu'est-ce qu'on fait des bonnes sœurs et des prêtres ?» Parce qu'évidemment, ils ont des signes extérieurs de religiosité eux aussi. Et Zemmour répond « Oui, mais eux, ce sont des professionnels, donc c'est complètement différent. » Et là, je voulais ton avis un peu là-dessus. Parce que l'argument c'est plutôt de gauche, pour le coup, ça. Oui, bon, l'argument est un peu bancal, simplement, parce que si c'est pour des professionnels de la religion, ben,
je dirais que des imams qui déambulent dans les rues en djellaba sont aussi des professionnels de la religion. Donc, ce principe, je voudrais aussi l'accepter. Je pense que tout simplement, après, justement, c'est difficilement assumable publiquement, c'est tout l'objet de cette discussion, mais simplement, il fallait assumer le fait que la France n'a pas la même histoire avec le catholicisme qu'elle l'a avec l'islam. Et donc, si en effet, il y a des bonnes sœurs ou des prêtres qui sont en tenue, c'est-à-dire avec le col romain pour les prêtres ou avec le voile pour les bonnes sœurs, bah, c'est simplement parce que historiquement, la France est un pays catholique. Non, mais c'est une évidence absolue. Et là encore, en fait, on ne peut pas lutter contre la gauche avec ses armes. On ne peut pas lutter contre la gauche avec l'égalitarisme laïcard, qui est la laïcité. Là encore, on en revient à un autre truc, c'est un des tiroirs de l'égalité. C'est voilà, la laïcité, ça met sur le même plan toutes les religions. Oui, ou alors, justement, pour combattre l'islam, il faudrait combattre le catholicisme également. Par exemple, en Belgique, il y a dans nos écoles, on a des cours de religion. En fait, la situation en Belgique est assez complexe, mais il y a deux systèmes scolaires. Il y a l'enseignement, ce qu'on appelle officiel, et l'enseignement libre. L'enseignement libre, c'est celui qui est confessionnel. Et en fait, bon, ben, les politiciens, les hommes politiques sont quand même un peu embarrassés par la montée de l'islam et la prédominance de l'islam dans les écoles. Et pour juguler en fait l'enseignement de l'islam, ils ont recours à la laïcité, même si la laïcité en tant que telle n'est pas vraiment de mise en Belgique, pour essayer d'atténuer ou de supprimer tous les cours de religion, au lieu de cibler uniquement en islam. Et donc finalement, ben, même les catholiques en pâtissent. Mais non, mais ce qui est dingue, c'est que vraiment, c'est là où c'est intéressant cette question de la laïcité. La laïcité, c'est une vision de gauche. Voilà, on est dans le relativisme pur. Et en plus dans le ressentiment, parce que c'est une manière d'attaquer le catholicisme, bien entendu. Donc c'est typiquement de gauche, la laïcité. Le laïcisme, laïcardisme, je sais pas comment on dit. Et du coup, pour s'en sortir, eh ben, il faut pas faire comme Zemmour. Il faut pas rester dans le champ de l'ennemi. Il faut dire, non mais en fait, monsieur Zeribi, vous êtes d'accord avec moi que quand vous allez en France, vous baladez en France, vous voyez des églises partout, vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord que pendant des siècles, les Français se sont agenouillés devant Dieu. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Bon, eh ben, il y a une spécificité française, une part de l'identité française qui est religieuse. Voilà. Et donc ça, du coup, on sort du champ de la laïcité parce qu'on touche à quelque chose d'autre, on touche à l'identité de la France. Et dès lors, eh bien, on ne traite pas de la même manière le catholicisme des autres religions parce qu'il fait partie de son identité. Et là, en mode bonne ambiance, tu peux le dire à Zeribi et le mec, il est obligé d'accepter. Enfin, il passerait pour un con s'il disait le contraire, en fait. Je pense qu'il y a vraiment une manière de le faire, mais en tout cas, il faut sortir du champ de gauche et il faut accepter d'être sur le plan de la droite, c'est-à-dire d'accepter, les inégalités, quoi, tout simplement la différence de traitement entre deux choses, quoi. Donc voilà, je voulais juste reprendre une petite question dans le chat qui, en fait, on l'a déjà traité, mais je pense que c'est intéressant de revenir. Bonjour à vous deux. La notion d'homme nouveau est-elle exclusivement de gauche? On l'a déjà traité. Je te laisse y répondre rapidement, mais pour que ce soit bien clair, parce que je pense que c'est un point fondamental. C'est pour ça qu'on traite une deuxième fois. Vas-y, en 2 secondes. Bah, globalement, l'idée d'homme nouveau au sens de renouveler, de changer totalement la nature humaine, oui, elle est généralement de gauche, puisque c'est la négation de simplement la nature humaine, du fait que la nature humaine est faillible, qu'elle est peut-être mauvaise, etc. Donc, globalement, personnellement, moi, je répondrais oui. Simplement, pour ceux que ça intéresse, le Romain d'Apremont, que j'ai déjà cité, a, lui, écrit un livre dans lequel il défend l'opinion inverse, qui s'appelle Penser l'homme nouveau. Et lui pense que, justement, la droite doit se réapproprier ce thème de l'homme nouveau en tant que tel. D'ailleurs, au passage, l'homme nouveau est une expression qui vient de Saint-Paul au départ. C'est l'homme nouveau, l'homme renouvelé par les eaux du baptême. Non, mais l'homme nouveau, en soi, ontologiquement, effectivement, c'est plutôt une vision de gauche. Mais si on part de l'homme moderne, c'est-à-dire l'homme soja qui passe son temps devant Netflix, Twitch, et qui a des carences en beaucoup de vitamines et beaucoup d'hormones, eh ben, l'homme nouveau, dans ce cas-là, on en veut. Et dans ce cas-là, de droite, on pourrait imaginer un homme nouveau. Encore une fois, ça dépendrait de la définition. Si par exemple c'est l'homme nouveau comme l'idéal de l'homme qu'on veut offrir à une société, bah, après tout, pourquoi pas? Comme il y a eu le gentilhomme français, le gentleman anglais, le kalos pegatos des Grecs, bah, oui, on pourrait imaginer un homme nouveau dans l'Europe moderne et futuriste.
Mais en tout cas, là encore de la nuance. Mais voilà, la réponse sur le principe, théoriquement, l'homme nouveau, c'est plutôt de gauche. Mais dans la réalité et dans le monde moderne, bah, finalement, ça peut avoir des aspects de droite quand même. Bon, alors voilà pour tout ça. On est déjà à 1h35. Du coup, on va passer peut-être à un autre. Je pense qu'on a dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur les définitions de gauche et de droite. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou pas, Antoine? Là, comme ça, rien ne me vient. Enfin, j'imagine il y aurait évidemment beaucoup d'autres choses à dire, mais bon, je Bon, pense bah que écoute, prendre toute la suite, c'est déjà bien. ouais, je pense qu'on a quand même fait un tour un peu général. Pareil, là encore, il faudrait, je pense, des heures et des heures en réalité Si, d'émission, hein. peut-être Vas-y. une dernière chose à dire, puisque le thème de l'émission, c'était pourquoi il faut s'affirmer de droite. C'est ce que Ben, j'allais lancer. pourquoi ben, vraiment, quel est le but? Ben, simplement, il faut se débarrasser de la gauche, parce que je vais le dire très grossièrement, la gauche est un boulet, c'est un poids, c'est un cancer pour la civilisation européenne, puisque son égalitarisme nous empêche d'aller de l'avant et de progresser dans notre être, de progresser vers l'excellence. Et donc, il faut en finir avec cette idéologie-là, avec ce mode de pensée-là, pour affronter les nouveaux enjeux qui nous guettent. Car la gauche n'est pas la seule menace qui fait peser son ombre sur l'Europe. Par exemple, la menace chinoise, par exemple, n'est pas forcément une menace strictement de gauche, mais pour Ah non? affronter le défi chinois, on ne pourra pas le faire avec un mode de pensée égalitariste. Ça, c'est clair. Non, non, c'est clair et net. Et effectivement, pourquoi il est nécessaire de s'affirmer de droite, c'est ça, bon, comme ça que je veux conclure, pas l'émission, parce qu'on va continuer un petit peu après, mais cette partie sur la droite et la gauche. Euh, il y a souvent un truc que les gens disent, les intellectuels disaient beaucoup à un moment, je pense notamment à Eugénie Bastier, qui avait fait des articles là-dessus, il disait la droite a gagné la bataille culturelle. Bon. C'était souvent ce qu'on disait, c'était il y a 5-6 ans, mais à cette époque-là, je lui menais une guerre sans merci, mais sympa sur Twitter pour lui faire comprendre que non, absolument pas. Il suffisait de se balader dans la rue pour se rendre compte. Et je parle même pas de voir des extra-européens. Je parle juste, par exemple, d'écouter des conversations de lycéens qui parlaient avec l'accent racaille, etc. Bon. Il suffit d'aller en fac de philo pour comprendre que ce n'est pas vrai. Oui, voilà, clairement. Et en gros, je voudrais bien faire comprendre les choses, c'est que, en fait, la bataille culturelle, c'est l'avant-dernier étage de la fusée de la reconquête. On va dire que le tout dernier, c'est la bataille politique. Donc voilà. Ensuite, qui précède ça, il y a la bataille culturelle, il y a la bataille intellectuelle avant ça et la bataille idéologique. Je m'explique rapidement en 2 secondes. Les idéologues mettent en place des grandes idées fortes, des principes. Typiquement, on peut penser à l'école de Francfort dans les années 50-60, qui ont même 40 d'ailleurs, puisque à l'époque c'était déjà ça, et un peu avant en réalité. Qui ont amené, par exemple, un principe d'égalité très clair, hein, pour lutter contre les personnalités autoritaires, contre le fascisme, en toute hypothèse. Bon, bref. Donc, il y a l'idéologie. Et ensuite, ça se traduit intellectuellement. C'est-à-dire que là, on a des intellectuels, des universitaires, des écrivains, des essayistes qui font des bouquins là-dessus, qui traduisent intellectuellement ce courant idéologique-là. Ensuite, on a la culture, on a les artistes, voilà, qui font des chansons, qui produisent des films sur ces questions-là, etc. Et ensuite vient la bataille politique que la gauche gagne. Et en gros, on ne peut pas mener une bataille politique aujourd'hui sans prendre conscience de ça. C'est-à-dire que si demain Éric Zemmour est élu, si demain Marine Le Pen est élue, si demain n'importe quel homme de droite est élu, donc là j'ai cité Marine Le Pen qui n'est évidemment pas une femme de droite, qui est plutôt une femme de gauche, mais enfin passons, c'est mon avis. Si tu as un homme de droite qui est élu, il ne peut pas mettre en place son programme parce qu'il a l'intégralité de la structure contre lui, de la structure populaire. Déjà, il a les gens contre lui parce que les gens ne sont pas faits à cette idée-là. Il a les artistes, évidemment, contre lui, puissance 10, la structure administrative, la structure intellectuelle, universitaire, etc., etc. Et donc, pourquoi il est tellement nécessaire de faire cette émission? C'est pour revenir à la cause première de tout ça, c'est-à-dire l'idéologie. Il faut d'abord fixer notre idéologie, et ça part de là. Voilà, on part de là, et ensuite on construit peu à peu les choses, et on arrive à la victoire. Donc voilà, je ne sais pas si tu es d'accord avec ma vision des choses ou pas. Je suis entièrement d'accord, et pour la résumer avec une simple image, sans Karl Marx, pas de Lénine, et sans Lénine, pas de Staline. Il y a forcément
c'est la revanche de l'intellectuel, au fond. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Lénine, c'était sans théorie révolutionnaire, pas de pratique révolutionnaire. Donc, on en revient toujours là. Non, mais voilà pourquoi c'est important du coup de reformuler ce qu'est la droite. Je pense qu'on a pu participer un peu à ça, mais ça mériterait bien plus comme travaux qu'une simple vidéo. Mais il faut voilà, repartir de ça, ce qu'est la droite essentiellement, vraiment. Et ensuite, bah, on décline, on met en application, on écrit des bouquins, on fait des films ou que sais-je. Mais il faut d'abord savoir d'où on part. Et donc la notion, la plus clé, et je suis tellement ravi vraiment du coup de t'avoir découvert, c'est la notion d'égalité. Le reste découle intégralement de cette question-là. Donc, donc voilà, et effectivement, bah, c'est nécessaire de s'affirmer de droite pour ça, et il y a de plus en plus de gens qui s'affirment de droite, et ça c'est plutôt cool. Je sais pas si tu vois ce mouvement-là, toi, un peu autour de toi ou pas. Oui, je le vois quand même. Quand j'en parle notamment, par exemple, avec mes parents, je vois qu'il y a plus de gens de droite de mon âge que de ceux de la génération que dans la génération de mes parents. Ça me semble une évidence. Maintenant, c'est encore socialement mal vu de se dire clairement de droite. En tout cas, ça dépend des milieux. Par exemple, à l'université, c'est pas possible. Ah ouais, En tout cas, dans les facs, je me souviens, je donnerai cette anecdote pour terminer sur une pointe d'humour. Au moment des élections françaises, donc j'étais en fac de philo à Bruxelles, et donc certains voilà, camarades de classe s'interrogeaient mutuellement, oh, ben, pour qui tu voterais si tu étais français. Sans surprise, la plupart des gens répondaient Mélenchon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, etc. Et un de mes amis a répondu Marine Le Pen. Et en fait, il y a juste eu un éclat de rire général. Personne ne l'a pris au sérieux. Tout le monde a cru que c'était une blague. Pour eux, c'était impensable qu'un étudiant de philo pût voter Marine Le Pen. Donc, voilà, ils ont pris ça à la rigolade. Et ils n'en ont pas tenu rigueur parce qu'ils ne l'ont pas pris au sérieux. c'est peut-être la meilleure des défenses, effectivement. Non, mais c'est assez révélateur, effectivement. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. On va entamer notre avant-dernière partie qui va être beaucoup plus courte, évidemment. Le but, c'est de finir avant 22 heures. Ça va être un peu complexe, mais on va essayer de s'y tenir. Mais de toute façon, l'émission vaut le coup, à mon avis, là. Donc, surtout qu'on est en direct. Et honnêtement, pour du direct, c'était, je pense, plutôt vivant. Enfin, voilà, je sais pas ce qu'en pensent les téléspectateurs, mais là, on est de plus en plus nombreux. On est près de 250 là, en direct. Donc, c'est très bien. Je voulais te poser une question un peu distincte de la question de droite et de gauche. Je voulais savoir, cette question très large, qui sommes-nous, qui est une question extrêmement philosophique, mais qui paradoxalement est plutôt une question de droite. Ouais. Parce que bah, finalement, je ne sais pas si les gens de gauche peuvent se la poser de la même manière. En tout cas, ils ne peuvent pas y répondre de la même manière. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, ça, ils ne peuvent pas y répondre de la même manière, évidemment, parce que c'est le principe d'identité qui prime ici. Et, euh, et donc, qui dit identité dit aussi différence même ontologique entre des identités différentes. Bon, bah, qui sommes-nous? J'imagine que la question, évidemment, est d'un point de vue très Ah, politique, je vais civilisationnel. je vais te la décliner un petit peu parce qu'en fait, c'est une question que tu abordes dans une vidéo que tu as faite, une vidéo sur l'ouvrage de Guillaume Fay, L'Occident comme déclin. Ah, Je crois que c'est ça, L'Occident comme déclin, oui, oui. L'Occident comme déclin, qui est une super vidéo, hein, comme toutes les autres, hein, vraiment, vraiment, vraiment très fouillée et super intéressante. Et bah, il y a la question de l'Europe, de l'identité. Mais avant ça, justement, toi, tu es belge. Est-ce que tu penses que l'identité doit être européenne ou belge ou française? Comment tu vois les choses? Oui, évidemment, de ce point de vue-là, mon cas est plus particulier et peut-être différent du vôtre, parce que l'identité belge, évidemment, ne signifie pas la même chose que l'identité française. Elle est beaucoup moins forte, encore beaucoup moins cristallisée sur un simple faisceau national. Moi, personnellement, je me suis toujours senti très européen. Je me suis toujours senti très européen. Du fait que la Belgique est à un croisement géographique en Europe, elle est au croisement de la culture française, de la culture allemande, de la culture néerlandaise et de la culture anglaise. La Belgique, en tout cas ce territoire qu'on a appelé Belga, euh, a appartenu à l'Empire allemand, le Saint-Empire romain germanique, il a appartenu à l'Empire espagnol, et il a appartenu à l'Empire d'Autriche, et il a à un moment donné fait partie du giron français. Donc l'histoire belge, si je fais une analyse barésienne, on va dire, au sens du culte du moi, où je fais l'analyse de son être, ben, je retrouve euh,
toutes sortes de cultures d'Europe. Et je viens notamment de la ville de Liège. La ville de Liège, sa grande époque, c'était sous le Saint-Empire romain germanique, en tant que principauté de Liège, avec une grande cathédrale, la cathédrale Saint-Lambert, qui d'ailleurs a été détruite au moment de la Révolution française, quand nous sommes entrés dans le giron français. Donc du coup, ce n'est pas uniquement positif. Donc oui, moi je me suis souvent senti très européen. J'ai toujours voyagé en Europe et j'ai toujours senti une très très grande proximité en allant en Allemagne, en allant en Pologne, en allant en Espagne, en France, etc. Ce n'est pas pour autant que je crois qu'un État européen unifié, on va dire sur le mode jacobin, est possible, mais je pense que nous arrivons aussi à une époque où la prise de conscience de notre appartenance à la civilisation européenne devient un fait inévitable. Euh, Ce n'était pas forcément le cas avant. Évidemment, les nationalismes européens ont exacerbé toutes sortes de tensions historiques entre les différents pays européens. D'ailleurs, je voudrais répondre brièvement à ce contre-argument qu'on entend souvent, c'est de dire, ben voilà, il y a eu tellement de tensions, prenons l'exemple entre la France et l'Allemagne, l'Europe est impossible, il n'y a pas d'Europe puisque nous nous sommes fait la guerre pendant très longtemps. Et en fait, on va en revenir à la discussion tout à l'heure, je pense que tout simplement, la lutte et la guerre existent au sein de la nature humaine. Bien sûr. Donc, il y aura forcément toujours des guerres. Or, qu'est-ce qui a changé depuis cette époque-là? En fait, simplement, au cours des 3 derniers siècles, disons les choses concrètement, l'Europe a dominé le monde. Et donc, l'Europe n'avait pas de concurrent en dehors de l'Europe. Or, comme on aime toujours se mesurer à aussi fort que soi, ou à plus fort que soi, mais les Européens se faisaient la guerre quand il n'y avait pas de concurrents extra-européens. Car après tout, quand l'Europe était menacée par une force étrangère, comme par exemple les Turcs, les Ottomans, généralement, il y avait des coalitions comme à Lépante, ou quand les Turcs sont arrivés à Vienne, eh bien, le roi de Pologne a pris toute son armée pour aller sauver les Autrichiens. Donc, dans ces moments-là, quand on avait un ennemi qui était à notre hauteur, mais les Européens étaient globalement capables de s'unir. Et pendant les 2-3 derniers siècles, quand l'Europe a dominé le monde, eh bien, elle se faisait les guerres à elle-même, d'une certaine manière. Ouais, complètement. Parce que tout simplement, la guerre, je reprends cette idée à un texte de Guillaume Fay, j'ai oublié lequel c'est, mais dans ce texte, Guillaume Fay disait que la guerre, au fond, est un phénomène endogène qui ne trouve pas d'explication en dehors d'elle-même. On peut réfléchir pendant des heures. Par exemple, vous prenez les commentaires de la guerre des Gaules de Jules César. Au fond, Jules César explique rarement, enfin, il n'explique jamais pourquoi, forcément, il fait cette invasion de la Gaule et pourquoi est-ce qu'il envahit le territoire des Belges, alors que ce n'était pas les Belges ou les Gaulois du Nord ne constituaient pas une menace pour Rome. Cette expédition était même désapprouvée par le Sénat, mais au fond, voilà, la guerre s'explique par elle-même. De même, Talleyrand estimait que la France, à l'époque de Napoléon, aurait pu dominer toute l'Europe rien que par la diplomatie, rien que par sa démographie très grande, etc. Et qu'elle n'avait pas besoin de toutes ces guerres qui, au fond, ont nui à la France bien plus qu'autre chose, et qui ont propulsé l'Allemagne et l'Angleterre sur le devant de la scène. Donc voilà, donc, toute cette digression, tout simplement pour dire que le fait que les Européens se soient fait la guerre pendant des siècles ne contredit pas le fait que nous appartenons à une civilisation commune. Or, aujourd'hui, maintenant que nous faisons face à l'émergence de puissants blocs continentaux en dehors de l'Europe, eh bien, qu'on le veuille ou non, nous devons prendre conscience, ou de toute façon, nous prenons conscience petit à petit de ce qui nous unit entre Européens. Non, je suis d'accord avec toi à 100%, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est complexe et au final, je pense que ce serait peut-être même encore plus intéressant qu'on en fasse une autre émission. D'accord. Vraiment, là, parce que en fait, c'est très long et là, on a eu déjà un sujet extrêmement chargé intellectuellement, idéologiquement, etc. Et je pense qu'on pourrait en parler dans une autre émission plus en longueur, parce que là, j'ai peur que on puisse perdre un petit peu les gens. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une et c'est ce qui fait de nous des hommes de droite, c'est qu'on reconnaît le réel, c'est-à-dire que à la fois on connaît l'inexorabilité, l'inéluctabilité du conflit. Voilà, le conflit, ça fait partie de l'histoire et c'est même un moteur de l'histoire parmi les plus puissants. Et en plus, on est capable de reconnaître l'existence d'un ensemble européen civilisationnel et sur lequel on peut construire quelque chose. Alors, sûrement pas l'Union européenne d'aujourd'hui, et sûrement pas, à mon avis, effectivement, une nation européenne ou un empire, mais quelque chose qui soit de l'ordre au moins d'un bloc géostratégique
Ça, c'est d'une évidence très claire. Mais aussi, pourquoi pas, effectivement, d'une vraie civilisation, quoi. Une fois qu'on aura réglé quelques petits soucis internes, voilà, on pourra faire quelque chose de très beau de l'Europe, puisque autant la France pourrait être un paradis si jamais il y avait aussi quelques modifications effectuées, l'Europe serait exactement la même chose. Donc voilà, en fait, je pense que, je sais pas comment t'es partant pour revenir dans une prochaine émission plus en longueur sur ce sujet-là, et puis même sur toi, ta personne, etc. Oui, volontiers, bien sûr. Bon, bah écoute, dans ce cas, ce que je te propose, c'est qu'on arrête là l'émission. Ça fait 1h50, c'est très long, sinon on va être vraiment, vraiment trop long. Et surtout, j'ai envie que les gens la regardent. Et donc, plus elle va être longue, moins les gens vont la regarder. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là et tu reviendras évidemment avec un grand, grand plaisir de ma part pour une autre émission. Et peut-être d'ailleurs une émission sur toi. Et puis aussi, pourquoi pas, d'autres prises pour commenter l'actu, etc. Je sais pas trop si c'est ton truc, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, pour moi, tu es vraiment une personne à découvrir un maximum, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Je vais remettre, tant qu'on y est, ton compte YouTube, c'est quand même ça le plus important. C'est le plus important, oui. De toute façon, les réseaux sociaux, je m'en sers uniquement pour partager ce que je fais la plupart du temps. Voilà. Et donc, évidemment, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, hein, pour retrouver cette chaîne YouTube. Donc voilà, merci à toi, Antoine, hein, d'Egonon, d'être venu dans Nouvelle Vague sur Sunrise merci à toi pour l'invitation, surtout. Hein. Ça m'a fait grand plaisir de faire cet entretien avec toi. J'ai un grand plaisir à le faire. J'espère que c'est réciproque. Ah bah, c'est réciproque, c'est sûr et certain. Je te le dis, hein, vraiment, c'est rare, très, 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 très rare de rencontrer quelqu'un avec qui on est à ce point-là d'accord. Vraiment, c'est inespéré. Et écoute, dans le chat, tout le monde est ravi de cette émission. Donc, c'est super. J'ai que des bons retours là. Et beaucoup de gens qui réclament la prochaine émission. Donc merci beaucoup à toi. Merci à tous d'avoir suivi. J'y pense jamais parce que je suis vraiment un très très mauvais influenceur. Je pense que je ne m'y ferai jamais et que je serai jamais de ce bois-là. Mais essayez de partager au maximum cette émission autour de vous, de diffuser au max le lien voilà, de commenter. Si n'oubliez pas le pouce bleu en bas de la vidéo. Non, mais moi je n'arrive pas. Vraiment, je suis très mauvais. Je n'arrive pas à faire ces trucs-là. J'ai honte de le faire. Voilà. Je sais qu'il faut le faire, mais je n'arrive pas. Bon, bref, en tout cas, merci à toi, Antoine, et on se dit à la prochaine avec grand plaisir, évidemment. Salut. Avec grand plaisir. Salut.